Mesdames et messieurs, bienvenue à la table du hockey. C'est Jean-Michel Fortin en compagnie de Jonathan Defoy. Et notre invité aujourd'hui, Samuel Harvey. Samuel, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super Super bien. bien. Merci d'ailleurs d'avoir accepté l'entrevue. Pour ceux qui ne le savent pas, Samuel est notre premier invité du début de la table du hockey. Le premier invité qu'on a reçu, c'était Samuel. Puis il est de retour aujourd'hui. Un gars qui a marqué un peu l'école où je suis passé, une école qui me tient à cœur, le pavillon Wilbra-Dufault. Je commence l'entrevue avec ça, justement, avec le pavillon Wilbra-Dufault. Tu as quand même été un des joueurs les plus marquants au hockey, niveau hockey de l'école. Qu'est-ce que ça te fait d'être un joueur qui est resté impliqué? Parce que tu es quand même revenu par la suite au pavillon Wilbra-Dufault, venir faire quelques présences. Oui, ben c'est sûr, c'était important pour moi. Écoute, j'ai eu des très belles années au pavillon Wilbra-Dufault. J'ai été très chanceux. Je pense que c'est un programme qui est exemplaire. Les personnes en place là, sont vraiment de qualité. Fait que c'est sûr que quand je peux, puis tout ça, ben, ça me faisait plaisir de revenir. J'ai eu des super belles années. On a eu des super belles équipes là, avec Samuel Girard. Puis tout ça, on a eu bien du fun. Fait que c'est une belle place. Puis ça me vraiment des beaux souvenirs. Puis je veux juste savoir quel impact a eu ce passage-là pour toi aussi dans ta jeune carrière jusqu'à présent. Oui, vraiment important. Sérieusement, c'est pas mal la place que j'ai vraiment appris à jouer au hockey en tant que tel. C'est là que j'ai compris que je pouvais peut-être avoir un futur là-dedans. Je pense à Alexis Gagnon-Goulet, qui a été mon entraîneur des gardiens de but. Il a été très, très bon pour moi. Il m'a vraiment fait apprendre là, la position de gardien de but, puis il m'a fait comprendre que c'était pas juste d'arrêter des rondelles, mais il y avait d'autres choses en arrière de ça. Puis il y a eu d'autres aussi, des individus de qualité. Là, Alexandre Maltais, Jean-Normand Tremblay, là, c'est des super bonnes personnes qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont donné ma chance. Puis je suis vraiment choyé, dans le fond, d'avoir été au pavillon Bras-du-Faux. Puis c'est une question que je me pose souvent chez les gardiens de but. Tu me l'as mentionné un peu, qui t'a un peu modelé, cet entraîneur-là. Mais ton style devant le filet, est-ce que des fois tu t'es basé sur un gardien en particulier ou ça arrive naturellement? Honnêtement, ça, c'est quand même une bonne question. Parce que, tu sais, chaque individu, chaque personne a ses propres qualités physiques, a sa façon de faire. C'est sûr que quand tu grandis au Québec, tu regardes jouer les Canadiens de Montréal, tu regardes un des meilleurs gardiens de but au monde, qui est Carey Price, qui a une technique irréprochable. Là. Fait que, tu sais, veut pas, sans le savoir, probablement que tu essaies de modeler un gars qui est comme ça. Mais comme je te dis, tu as tes forces qui sont différentes des autres. Fait qu'il faut aussi que tu joues avec tes forces à toi. Fait que, pour ma part, oui, je regardais beaucoup Carey Price et ça, mais je savais que j'avais aussi mes forces à moi. Fait que tu essaies de prendre un peu des trucs d'autres gardiens de but, puis tu mets ça, tu essaies ça, puis au bout de la ligne, ben, ça fait un peu de construire toi-même. Puis tu parles justement de force. Selon toi, quelle est ta plus grande force en étant gardien de but? Ouais, c'est encore là, vous commencez fort, les gars, vous avez des bonnes questions. C'est une très. Faudrait que j'y pense un peu, mais je pense que je suis un gardien de but qui n'est pas énorme, qui est pas grand, fait qu'il faut que je joue gros, fait qu'il faut que j'essaye de jouer le plus souvent sur mes pieds, qu'il essaye de battre le jeu sur ses pieds. Ça veut dire un peu d'arriver avant les passes, puis tout ça. Aujourd'hui, les gars, c'est sûr que vous regardez les gardiens de but, on joue souvent sur nos genoux, on s'en va en papillon, puis tout ça. Mais il faut quand même, pour qu'un gardien qui est moins grand que les autres, il faut que je m'assure que je paraisse grand. Fait que, pour moi, c'est ça. C'est d'être patient sur mes pieds. Je suis quelqu'un aussi qui est capable de bien lire le jeu. Je pense aussi que ça fait partie de mes forces. Là, on a parlé beaucoup de ton style et tes forces et tout, mais revenons un peu sur ton parcours. Tu as été repêché par pas les Moussettes d'Halifax, excuse-moi, les Huskies de Rouyn-Noranda. Oui, c'est ça, j'essaie d'acheter un chandail des Moussettes dernièrement, fait que j'ai ça en tête. Mais tu as été repêché par les Huskies de Rouyn-Noranda. C'est quoi le feeling pour un jeune de 16-17 ans de se dire, OK, là, je vais aller habiter en Abitibi, loin de ma famille, loin de mes parents. Tu as trouvé ça comment à tes débuts? Je te dirais que j'ai eu une préparation avec le Midget 3. Je pense que j'étais parti de mes parents, j'étais en pension aussi à Midget 3. J'étais à Jonquière, c'était à 30 minutes d'Alma, c'était pas si loin que ça. Mais ça m'a servi de préparation, d'un peu d'être à l'extérieur de ma maison. Quand j'ai été repêché à Rouen, c'est sûr que là, tu te dis, wow, OK, là, c'est plus une demi-heure, c'est 9 heures, fait que c'était un autre game. Mais ça s'est super bien passé. Pour vrai, l'organisation prend vraiment soin de ses joueurs à Rwanda. C'est vraiment des professionnels. Encore une fois, je suis vraiment tombé dans un bon programme. S'il y a des soucis, s'il y a quelque chose qui se passe, tu ne te sens pas bien, le joueur il va pas bien, puis tout ça, l'organisation va le prendre en main, puis va faire sûr que ça se passe bien. Pour ma part, ça s'est super bien passé, surtout aujourd'hui, FaceTime, tout ça, on le voit, surtout avec le COVID. Là,
Je pense que ça fonctionne bien. Fait que j'ai été chanceux pour ça. Ma famille m'a toujours appuyé là-dedans. C'est sûr qu'il faut que le joueur aussi ait une maturité. Il faut que tu sois prêt à faire les efforts, il faut que tu sois prêt à faire les sacrifices. Mais quand tu as des buts, quand tu as des buts et tu veux jouer plus haut possible, ben, c'est sûr que c'est un peu un mal pour un bien parce que c'est nécessaire. Moi, puis avant d'aller à ma prochaine question, il y a Yannick Tiffu, justement un ancien des Huskies, qui demande une petite question pour toi. Meilleure poutine, c'est-tu la poutine Moras? Oh, et quand même, ben, eux autres pensent que c'est la meilleure. C'est une très bonne poutine. Leur slogan, c'est vraiment la meilleure poutine au monde. Je vais te dire que oui, elle est très bonne, mais dans mon cœur à moi, celle-là du Goofy est meilleure. Ah, c'est ça, c'est celle-là que j'attendais. La poutine de chez Goofy, Joe, si tu veux savoir, c'est la meilleure poutine au monde. On a tous nos favoris. Moi, je tiens juste à dire que le vieux moulin à Pont-Rouge, si vous aimez le fromage, allez-y. Vous n'allez pas être déçus, ça, c'est sûr et certain. Moi, je vais revenir. T'as raison de tous nos favoris, mais c'est sûr qu'en grandissant à Alma, j'ai appris à aimer la Goofy. La poutine Goofy est de loin la meilleure au monde, mais en tout cas, moi, c'est ça, je vais juste vous le dire, on a la meilleure au monde. Revenons-en à nos moutons. T'as été repêché, on va en parler un peu des Huskies. La journée du repêchage, qui est-ce qui t'a marqué le plus? Quel feeling que tu avais en dedans de toi dans cette journée-là? Ouais, je vais te dire, la journée du repêchage, ça a commencé vraiment drôlement. Parce que mon père avait eu des problèmes de santé durant la semaine. Il avait eu une perforation à quelque part dans son estomac ou son intestin, je ne suis plus certain. Fait qu'il n'était pas supposé d'être à mon repêchage, lui il était supposé rester à l'hôpital tout ça, mais il avait réussi à sortir avant. Légalement ou pas légalement? Qu'est-ce qu'il y a? Il avait-tu ça sorti légalement ou pas légalement? Non, très légalement. Il a réussi. C'était bien correct. Ma mère est infirmière, fait que, il n'y avait pas de trouble. C'est juste qu'il fallait qu'il se fasse injecter un affaire, puis tout ça, pour que ça se passe bien, puis tout ça. Puis là, on était comme un peu serré pour le repêchage, puis là, c'était fait, il avait eu son injection un peu rapidement, puis il est arrivé là-bas, puis il se sentait mal, puis tout ça, puis là, il suait, puis tout ça. Fait que là, ce bout-là de mon repêchage m'a comme marqué. Sinon, pour revenir vraiment là, au fait que j'ai été repêché par les Huskies, j'étais vraiment content. Je veux dire, tu travailles très fort, tu es un jeune, tu rêves de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Fait que, c'est sûr que de voir ton travail récompensé, d'être repêché en deuxième ronde, puis tout ça, c'est sûr que c'est vraiment incroyable. J'avais aussi des amis qui étaient dans ce repêchage-là, Samuel Girard qui s'était fait repêcher en première ronde. Fait que c'était une belle journée de gang. C'est une belle journée que tu espères aussi que tes amis soient repêchés. Fait que c'est juste des beaux souvenirs. Puis je suis vraiment, vraiment content. Puis la JMQ font une très belle job là-dessus parce que les autres ligues juniors, ça se passe sur le net. C'est pas le même feeling. La JMQ essaie un petit peu plus de copier le style de la NHL. Fait qu'on est chanceux au Québec de pouvoir vivre ça comme ça. Puis moi, j'aimerais ça revenir sur ton premier match en carrière dans la Ligue junior majeure du Québec. C'était comment tu te sentais et comment ça s'est passé, ce premier match-là? Ben, honnêtement, j'étais vraiment très excité. C'était une belle opportunité. Tu te dis tout le temps, surtout à 16 ans. J'avais fait l'équipe à 16 ans ma première année. Fait que tu as des papillons et tout ça, tu es jeune. Mais honnêtement, ça s'est pas super bien passé. Je me suis fait sortir après 4 buts sur 16 lancés. J'avais commencé la game, ça avait super bien été. Je pense que j'avais été les 10 premiers lancés, puis ça allait super bien. Puis à un moment donné, quand tu es jeune, puis il faut que tu en aies encore à apprendre. Ben, ça avait reviré de bord, puis j'avais donné 4 buts sur les 6 lancés d'après, je m'en rappelle encore, fait que j'avais été sorti. Ça avait été un peu une douche d'eau froide sur moi. J'étais comme, oh mon Dieu, il va falloir que je change d'affaires, il faut que j'ajuste un peu de choses. Puis la semaine d'après, j'avais eu ma chance de revenir dans un match, puis là, j'avais gagné mon premier match. Fait que, ça a été beaucoup d'apprentissage en une partie, puis c'est parfait parce que c'est ça qu'il faut. Tu veux tout le temps devenir meilleur. Fait que c'est des beaux souvenirs. D'un autre côté, j'aurais aimé ça peut-être pour être sorti dans mon premier match, mais non, c'est correct. Je pense que ça m'a servi pour être meilleur par après. Puis la même saison de ce premier match-là, tu as quand même joué pour l'équipe Canada des moins de 17 ans, l'équipe Canada blanc. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a 3 équipes. Je ne sais pas si c'était ça dans ces années-là, l'équipe Canada noir, blanc et rouge. Ouais. Toi, tu as joué pour l'équipe Canada blanc. Qu'est-ce que ça te fait de représenter ton pays dans un championnat du monde? Ah, c'est malade. Quand tu es jeune, tu rêves aussi de porter le chandail d'équipe Canada. C'est un autre game, c'est international. Puis tu vois d'autres joueurs. Fait que c'était super. C'est une super de belle expérience. Je pense que collectivement, le Canada n'a pas eu un bon tournoi. Fait que, on était un peu déçus de ça.
côté expérience, comme je dis, c'était super. J'ai joué contre Patrick Laine, j'ai joué contre Pure-V. Fait que c'était des bons joueurs, c'était vraiment challengeant. Fait que j'étais bien content. Puis personnellement, ça n'avait pas si mal été. J'étais content de mes performances puis tout ça. Puis ça m'avait aussi aidé, encore une fois, là, à grandir puis à voir d'autres choses. Puis après la saison, tu disais que tu avais été retiré du premier match. Tu es quand même revenu par la suite. Après cette première saison-là, tu as remporté tes 139 victoires sur 206 les matchs suivants pour devenir le 4e meilleur gardien, le gardien le plus victorieux de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec. Qu'est-ce qui te rend fier de ça et qu'est-ce qui a été la clé de ton succès pour être le 4e plus victorieux de la Ligue junior majeure du Québec? Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé c'est quoi qui me rend fier de mon parcours junior. Puis cette statistique-là, c'est ça qui représente vraiment ma fierté. C'est vraiment le nombre de victoires. C'est vraiment quelque chose qui est plus en tant qu'équipe. C'est pas personnel. C'est vraiment là qu'on juge le succès, c'est avec le nombre de victoires. Fait que pour moi, je suis vraiment fier de ça. J'ai été très chanceux. Je suis tombé dans des années excellentes là, des Huskies de Rwanda. On a une culture qui est incroyable à Rwanda. Puis on avait des équipes qui étaient aussi extrêmement, extrêmement fortes. Fait que ça m'a aidé. Je pense que dans les 4 années suivantes, comme tu as dit, je pense qu'on a fait plus de 400 points. Fait que c'est quand même quelque chose pour un club qui est junior majeur. Tu dis tout le temps qu'il est supposé avoir une reconstruction à quelque part, tout ça, mais on était capable d'avoir du succès quand même. Fait que c'est vraiment... Il y a eu des super belles personnes que j'ai rencontrées qui m'ont aidé beaucoup. Gilles Bouchard, qui a été mon premier entraîneur, il vient de Normandin avec les Huskies. C'est quelqu'un qui m'a aidé, c'est quelqu'un qui m'a fait grandir. Danny Sabourin, qui a été mon coach de gardien de but pour les 2 dernières années à Rwanda, c'est un gars c'est mon mentor aujourd'hui. C'est lui qui est mon coach de gardien de but en fait en ce moment avec le Barracuda. C'est quelqu'un qui a confiance en moi. J'ai confiance en lui également, puis il m'a fait vraiment grandir comme gardien de but. C'est un gars qui avait gaulé dans le national. Il connaît vraiment sa game, puis c'est un gars qui est sérieux. Fait que je suis très choyé de l'avoir. Puis Mario Pouliot aussi. Quand on a gagné à 20 ans, quand il est arrivé, là, je pense que c'est un gars qui nous a vraiment aidé à grandir comme équipe et à avoir du succès. Fait que, c'est vraiment la qualité des personnes qui sont à Rwanda qui fait que le programme est bon. Puis je pense qu'ils veulent nécessairement continuer dans cette lancée-là. Ben, non seulement tu es le plus victorieux, le 4e plus victorieux dans la Ligue junior majeure du Québec, mais dans le top 5, j'ai vérifié, tu es celui avec le meilleur pourcentage d'arrêt puis la meilleure de buts accordés. Je veux dire, à quelque part, tu dois être quand même très content de ça aussi, j'imagine. Oui, vraiment. Vraiment. Là, c'est sûr que c'est d'autres statistiques que tu regardes d'un gardien de but, c'est ces deux-là. Mais je revenais aussi au fait que j'ai joué dans des bonnes équipes, puis ça m'a aidé. Puis j'ai aussi travaillé fort. C'est sûr qu'il y a eu du travail que j'ai dû faire, puis tout ça. J'ai dû apprendre, j'ai dû grandir comme gardien de but. Fait que je suis très content de mon développement. Je suis très content d'avoir pu vivre des belles années, avoir eu du succès. Je pense que quand tu peux avoir du succès junior majeur, c'est sûr que c'est super le fun. Puis ça s'est bien terminé aussi. Là, on a gagné la Coupe du Président, gagné la Coupe Mémorial. Fait que ça a tout le temps été mon but de gagner la Coupe du Président et de gagner la Coupe Mémorial. Surtout après ma 2e année où je l'avais vécu, mais comme gardien de but substitut. C'était encore plus mon but de le vivre là, comme gardien de but numéro 1. Puis de l'avoir fait, c'était super. Puis, est-ce que tu as trouvé ça difficile qu'après toutes ces victoires, tous ces succès-là, tu n'as pas été repêché dans la Ligue nationale? Ben, je ne te mentirais pas que oui. Tu regardes, tu te compares aux autres, puis souvent tu te dis, c'est quoi qu'ils ont fait de plus que moi? C'est quoi qu'ils ont de plus? Puis ça, puis souvent, quand tu regardes avec tes propres yeux, tu n'es pas capable de le voir, mais c'est sûr que c'était difficile. Par contre, ça m'a permis de faire beaucoup d'introspection, puis de vraiment de me regarder, puis de voir qu'est-ce que je faisais de bien, qu'est-ce que je faisais de mal, qu'est-ce que je pouvais changer. Fait qu'au bout de la ligne, je pense vraiment que ça m'a rendu meilleur. Puis ça m'a amené à travailler d'autres points. Je pense qu'au bout de la ligne, c'est quelque chose qui m'a aidé là, de ne pas avoir été repêché. Ça m'a tout le temps poussé justement à devenir un meilleur gardien de but puis à changer des petites affaires. Puis tantôt, tu as parlé vite fait de la Coupe Mémorial que tu as gagnée en 2018-2019. J'aimerais savoir comment a été ton retour à Rouen après cette victoire-là? Comment a été l'accueil des fans à Rouyn-Noranda? C'était incroyable. Pour vrai, à Rouyn-Noranda, il y a une base de partisans qui est vraiment solide, qui est vraiment derrière son équipe.
c'est pas un gros marché, mais c'est un marché qui est vraiment le fun à jouer parce qu'il y a des partisans qui sont intenses. Fait que, c'est sûr, quand on est arrivé avec la Coupe, puis la Coupe Memorial, puis tout ça, c'était malade. Les partisans étaient vraiment contents. On essayait de partager ça avec eux. Veux pas, ils le méritaient autant que nous. Souvent, c'est des partisans qui ont été là pour des décennies. Ça faisait 20 ans que les Huskies existaient. Fait que, ils ont été là longtemps. On essayait de partager ça avec eux. Un accueil incroyable. Puis, le monde que j'ai rencontré à Rwanda, c'est vraiment du bon monde. Puis tous les joueurs sont d'accord pour dire que c'est vraiment spécial de pouvoir évoluer là-bas. Bien, justement, des fois, c'est qu'est-ce qu'on parle, nous autres, souvent, c'est que ça peut devenir, tu peux devenir tête enflée avec toute cette notoriété-là, là-bas, avec tous ces fans-là, tu es à 16, 17, 18 ans, tu as plein de fans autour de toi. Toi, comment tu as dealé avec ça, cette espèce de notoriété-là? C'est une bonne question. Je te dirais que, tu sais, à Rwanda, on a parlé de la culture de l'équipe. C'est quelque chose, l'humilité, c'est quelque chose qui est dans la culture, c'est clair. C'est quelque chose qu'on se fait apprendre en partant par les vétérans, puis les vétérans doivent aussi l'apprendre aux plus jeunes. Fait que, ça fait partie de l'organisation. On veut vraiment pas avoir de l'air tête enflée parce qu'on le sait justement qu'on est des joueurs, qu'on doit être meilleurs, on doit devenir meilleurs parce que le but, justement, c'est d'avoir la meilleure équipe pour gagner la Coupe. Fait qu'on le sait qu'on n'est pas des joueurs parfaits puis tout ça. Fait que je pense que ça fait partie du processus aussi d'un jeune de 16-17 ans, c'est d'apprendre l'humilité. Puis comme tu as dit, par contre, c'est sûr qu'avec les fans puis tout ça, c'est quelque chose qui est différent du midget. Mais c'est quelque chose qui s'est super bien passé. Moi, je me rappelle que quand je rentrais à 16 ans, j'avais des 20 ans comme Reggie Bois, Mathieu Lemay puis Ryan Penny. Puis c'est vraiment, tu sais, ça s'apprend tout seul par eux autres. Puis moi, quand j'étais plus vieux, ben, c'est sûr que tu essaies de l'apprendre aux plus jeunes. Puis depuis le début de ta carrière, tu parles de tout ça, tu as peut-être été un peu déçu de ne pas être repêché, mais tu as quand même fait le camp du Canadien de Montréal, des Hurricanes. Puis peut-être que j'en passe là, qui m'ont passé à côté de ce que j'ai vu. Mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus de tout ce passage-là dans des camps avec des équipes de la Ligue nationale? C'est quand même pas rien. Non, c'est pas rien. Mais t'en as pas passé. J'ai vraiment fait le Canadien puis la Caroline. C'est des super belles expériences. Mon premier avec les Canadiens de Montréal, c'est sûr que quand tu nais au Québec puis tu regardes les Canadiens puis tout ça, c'est spécial vraiment de porter leur chandail pour. J'ai fait le camp des recrues puis le tournoi des recrues. Fait que de porter leur chandail, c'était super. Je pense que ça m'a vraiment appris aussi à être meilleur parce que tu vois un peu c'est quoi la game professionnelle, puis tu le sais que tu t'en manques, puis tu le sais que tu dois travailler encore plus fort. C'est comme de toucher à ton rêve un peu, mais ça te permet de devenir meilleur puis d'être plus prêt pour ça. Puis je te dirais que comparé mon premier camp à mon deuxième camp, j'avais déjà un step de prix. J'étais déjà plus prêt, j'étais déjà plus à l'aise. Ça avait mieux été avec la Caroline. J'avais vraiment eu un bon camp là-bas. Fait que c'était très positif. Puis après ça, je me suis dirigé vers l'Université du Nouveau-Brunswick. Mais ça a été vraiment deux très belles expériences là, de pouvoir côtoyer des professionnels puis des organisations là, qui est de la Ligue nationale. Puis y a-tu un joueur en particulier qui t'avait marqué en voyant, tu te disais, j'ai rencontré ce joueur-là? Ben, je me rappelle d'avoir pratiqué avec Carey Price puis tout ça. Puis tu sais, comme quand je vous ai dit là, plus tôt, là, quand tu es jeune, tu le regardes puis tu essaies un peu de copier qu'est-ce qu'il fait parfois. Fait que tu sais, c'était spécial de pouvoir pratiquer avec lui puis de voir que c'est un professionnel. C'était un des premiers dans le gym, c'était un des derniers partis. C'était un gars qui était calme, qui faisait son affaire, puis tout ça. Fait que, c'était de le voir sur la glace, de le voir hors glace, de pouvoir le côtoyer un peu, c'était vraiment super. Puis t'apprends de ces expériences-là. C'est drôle parce que tu me dis ça, mais j'ai comme en tête, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un petit fan dans les estrades, dans les matchs des Flames de Calgary qui copiait Mika Kiprusoff. Est-ce que tu faisais ça chez toi, un peu mini-hockey style? C'est une bonne question. Il faudrait demander à mes parents. Moi, je ne m'en rappelle pas. Il y a des chances. Honnêtement, il y a des chances. Là, quand tu es un jeune puis tu joues au hockey, tu essaies de copier tes idoles. Fait que oui, il y a des chances. Puis justement, ton parcours à l'université, c'était-tu pour terminer ton parcours scolaire que tu voulais faire ça en théorie? Ça faisait partie, oui. Moi, je voulais c'est sûr, avoir un bac. Là, j'ai fait mon bac en administration. J'étais en train de le compléter. Là, je vais compléter en avril. Je vais avoir mon diplôme. Fait que c'est sûr que c'était un de mes buts aussi parce que le hockey, c'est vraiment important. Puis ça prend une grosse partie de ma vie. Sauf qu'il faut que j'aille un autre plan. Il faut que j'aille un plan B. Puis c'est important à l'école. Fait que pour moi, c'était non négociable. Quand j'avais pas les offres que je voulais côté professionnel, c'était sûr que je voulais aller à l'université.
l'Université du Nouveau-Brunswick a vraiment un beau programme de hockey, puis c'est vraiment un beau programme pour s'améliorer. Fait que c'était comme naturel d'aller là-bas. Puis l'année passée, on a eu une très bonne année. Fait que j'étais vraiment content de cette décision-là. Puis là, cette année, on n'avait pas notre saison était annulée. Fait qu'on regardait pour d'autres choses. Puis j'ai pu avoir cette opportunité-là avec les Sharks. Fait que, mais non, pour vrai, là, d'avoir été à l'université, ça m'a vraiment aidé académiquement, puis sur la glace aussi. Fait que j'étais super content. Puis parle-nous-en un peu de sur la glace. Tu as quand même eu une saison qui fait rêver pratiquement tous les gardiens. 18 victoires sur 21 parties, dont un pourcentage d'arrêt de 946 en séries éliminatoires. Peux-tu nous parler de cette ligue-là? Parce que, sincèrement, il n'y a pas grand monde au Québec qui connaît cette ligue-là. Non, tu as bien raison. C'est une ligue qui est vraiment méconnue. C'est des gars, dans le fond, qui ont joué junior majeur et qui vont à l'université après. Fait que c'est d'excellents joueurs de hockey. Tu as 3 sections. Tu en as une dans les Maritimes, tu en as une au Québec et Ontario, puis tu en as une dans l'Ouest. Moi, j'étais dans celle-là des Maritimes avec le Nouveau-Brunswick, nécessairement. C'est une division qui a 7 équipes. Puis le calibre de hockey est vraiment fort. C'est des gars qui sont après leur junior, des gars entre 21, 26, 27 ans. Fait que c'est quand même, il y a des gars qui sont forts, il y a des gars qui sont gros puis rapides. Fait que c'est comme une préparation. C'est entre le junior majeur et le professionnel. Fait que c'est une bonne préparation. Puis comme je te dis, le niveau de hockey est bon. Le programme de UNB est vraiment réputé. Ils ont gagné 10 championnats nationaux dans les 20 ou 30 dernières années, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus nécessairement, mais gagner à chaque année, c'est vraiment ça qu'ils veulent. Puis si tu ne gagnes pas, ben, ils sont vraiment déçus. Fait que, quand tu as des... Quand tu as des expectations, désolé du mot en anglais, mais quand vraiment là, ils s'attendent que tu gagnes à chaque année, ben, ça te met un peu de pression, ça te permet de grandir là-dedans, puis tout ça. Fait que je suis vraiment content de pouvoir avoir été avec eux autres. Ma saison a bien été. Encore une fois, on avait une équipe exceptionnelle, fait que c'est sûr que ça m'a aidé, puis j'étais vraiment content. Il y a justement Philippe Maillet qui a fait son parcours là-bas puis qui a fait ses débuts dans la Ligue nationale cette année, juste pour faire une petite parenthèse. Oui, exactement. Puis ça a été un gars qui a marqué le programme à UNB. C'est un excellent joueur de hockey. Il a eu d'excellentes statistiques dans la Ligue américaine. Vraiment content pour lui, justement, qu'il ait pu jouer des matchs. Puis je suis sûr que ça ne sera pas ses derniers. Avant de passer à la prochaine question de Joe, j'aimerais ça vous montrer une photo. Vous l'avez peut-être vu passer vite fait. Mais j'étais là à ton camp des recrues, à la game du Canadien. J'avais pris une photo de toi pour envoyer à la gang parce qu'on tripait tous sur le hockey. Puis un petit gars d'Alma, moi j'étais fier de ça parce que voir un gars d'Alma mettre un chandail du Canadien, le dernier c'était Charles Hudon. Puis sincèrement, je vais juste te montrer cette photo-là parce que j'étais quand même content d'avoir retrouvé ça. J'ai parlé du chef du Canadien puis il dit le cas des recrues, ça m'a fait penser à cette photo-là. Je l'avais encore mon seul. Je me disais, sans que j'avais de quoi, puis je l'ai sorti, je voulais juste te montrer ça. Peut-être que ça allait te rappeler des souvenirs. Vraiment, non, c'est des bons souvenirs, merci. C'est bien gentil. Je savais pas que tu étais là, mais c'est sûr que pour un gars d'Alma, comme tu dis, ben moi, c'est sûr que c'était vraiment spécial de pouvoir porter le chandail canadien aussi. Sérieusement, Jean-Michel ne demande pas à devenir photographe parce que cette photo-là, par exemple, elle n'est pas très bonne, par exemple. Non, ton focus a manqué un peu de budget là-dessus. Mais là, parlons-en. Là, présentement, tu es avec les Barracudas de San Jose. Comment c'est arrivé, ce contrat d'essai-là? J'ai été vraiment surpris. J'étais chez nous à Alma. Je pense que c'était le 31 décembre. Moi, j'étais là pour mon congé de fête et tout ça. Puis je retournais à l'école, dans le fond, après. Puis j'ai reçu un appel de mon coach de gardien de but, qui est Danny Sabourin, j'en ai parlé un petit peu tantôt. J'ai reçu un appel de lui. Puis là, il me demandait si ça me tentait de venir sur un essai professionnel avec l'équipe. Il y avait besoin de 3 gardiens de but cette année parce qu'il y a à cause du COVID et tout ça. Puis il y avait un spot pour moi. Fait que là, j'ai dit, oui, c'est sûr, je vais venir, Dan. Je vais prendre ma poche, je vais y aller à pied s'il faut. Là. Fait que j'étais vraiment content, vraiment excité. Ça m'a vraiment surpris, mais puis après ça s'est vraiment passé vite. J'ai reçu l'appel le 31. Je prenais l'avion le 2 janvier. J'avais pas de ici, c'est fait quand même chaud. J'avais pas de linge d'été pendant tout. J'ai mon linge d'hiver puis tout ça, mais je suis parti vraiment content. Vraiment excité, puis ça s'est bien passé, là, le camp, puis je suis devenu j'étais encore en train là, de m'adapter, puis tout ça, là, mais à chaque pratique, je viens meilleur, puis à chaque partie, j'apprends c'est quoi le professionnel, puis ça, puis je suis capable de m'ajuster, fait que je suis vraiment, vraiment content. Puis avec tous les protocoles COVID qui se passent dans la Ligue américaine, comment tu trouves ça, t'ajuster à tout ça présentement? C'est spécial. Pour de vrai,
faut pas que tu t'attendes à grand-chose. Tu y vas une journée à la fois. Ça peut changer à tout moment, tu le sais pas. C'est vraiment spécial. C'est sûr que nous autres, on essaie de contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler. On limite nos contacts nécessairement. On essaie de rester le plus à l'écart de la société dans un certain sens. On se fait livrer notre bouffe, on se fait livrer notre épicerie. On essaie vraiment de ne pas trop être en contact avec la population. La Ligue aussi fait bien ça. On a des protocoles. Ils nous protègent là, avec de tout le monde extérieur, veut pas. Fait que, mais c'est sûr qu'à chaque jour, ça peut changer. Le COVID, il peut quand même rentrer dans une équipe, puis tout ça. Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir des games qui sont repoussés à d'autres dates, puis tout ça. Fait que c'est spécial. On apprend à vivre avec ça. Puis on est super bien organisé, par contre. On a beaucoup de gens qui travaillent autour de nous, qui nous aident, puis tout ça. Fait que on n'est vraiment pas à plaindre. On est chanceux de pouvoir jouer au hockey en ce moment. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas jouer au hockey. Fait que on essaie juste là, de s'amuser là-dedans. Puis en parlant justement de tes débuts professionnels, le 12 février dernier, tu commençais ta carrière professionnelle avec un très bon match d'ailleurs. Peux-tu nous parler, c'est quoi le feeling de remporter ton premier match professionnel en même temps de voir les extraits d'ailleurs que je vais vous montrer parce qu'il y a eu 2 très beaux saves de cette game-là. Ouais, c'était spécial. C'était une belle partie. J'étais vraiment content. J'avais eu un match hors concours en pré-saison. Ça avait super bien été. On avait gagné également. Fait que je me sentais bien. Je me sentais à l'aise. Avant le match, je n'étais pas nécessairement plus stressé qu'il faut. Je pensais que je croyais en mes moyens. Fait que ça s'est bien passé. J'ai eu des challenges, on peut voir. Il y a eu des saves qui ont été plus difficiles que d'autres. Puis un petit peu de chance également, sauf que j'étais bien content de ma première game. C'est tout le temps quelque chose que tu veux aussi, là, d'avoir un bon départ, de bien commencer, de faire une bonne première impression. Fait que c'était important aussi là, d'arriver prêt pour ce match-là. Puis on jase pour le fun, là, mais est-ce que la situation des gardiens des Sharks de San Jose te rend optimiste? Parce qu'on sait que ces 2 gardiens qui sont coup-ci, coup-ça sur le déclin, on va dire ça, présentement dans leur carrière. Est-ce que tu as déjà pensé à ça un peu? Je vais vous le dire, les gars, je pense vraiment pas à ça. Okay. Au jour le jour, j'essaie de moi contrôler qu'est-ce que je peux contrôler. C'est quelque chose que vraiment que tu apprends en montant là, les matchs un peu du hockey. C'est que le business dans le hockey, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Fait que tu laisses ça de côté. Je m'occupe de qu'est-ce que je fais. Je m'envoie sur la glace à chaque jour. J'essaie d'arrêter le plus de rondelles possible, de m'améliorer. Puis c'est de cette façon-là que moi, je vais être capable de monter les marches et de devenir meilleur. Fait que, je contrôle ça. Puis tout ce qui se passe alentour, il y a des gens compétents qui sont en place qui s'occupent de ça. Moi, il y a toujours une pièce d'équipement qui m'a passionné. Quand toutes les fois que je vois ça, une pièce d'équipement, je me dis, c'est un travail d'art. Je parle bien des casques de gardien, c'est toujours très beau. Avant l'entrevue, je t'ai demandé, peux-tu m'envoyer des photos vite fait de tes casques? On parlait du casque de l'année passée avant de parler du casque de cette année qui s'en vient avec les Barracuda. Ouais. Je veux que tu me donnes des détails. Pourquoi avoir choisi ce casque-là? Qu'est-ce qui t'accroche sur ce chandail-là, ce casque-là, et les petits détails qu'on peut peut-être pas remarquer au premier vue. Ouais, ben ça c'est vraiment, je t'ai envoyé un peu la photo de ce qui se passait en arrière. Le masque en tant que tel, en fait, on fait affaire avec Sylvie Poitras qui est de Chicoutimi, qui est un artiste incroyable, puis vraiment, vraiment content de pouvoir faire affaire avec elle. C'est toujours un plaisir. Elle est très, très bonne. Fait que ça, c'était vraiment, ce casque-là, c'était pour mon équipe à l'université. Je voulais que ça soit simple. Je voulais qu'il y ait le logo du UNB d'un bord puis Reds de l'autre. Puis Sylvie avait concocté là, une espèce de diable parce que l'équipe avant s'appelait les Red Devils. Fait qu'il y avait comme une espèce de diable sur un côté. Je ne suis pas quelqu'un qui est nécessairement flashy dans ses masques. Je veux que ça soit simple puis que ça reste général. Ce qui se passait en arrière de mon masque, j'avais 3 choses que je voulais. J'avais un bleuet d'un côté, parce que nécessairement, je viens du Lac-Saint-Jean, fait que je voulais que ça se représente un petit peu, une petite affaire. J'avais mis un bleuet d'un côté. J'avais mis la croix de l'autre bord, qui est purement personnel. J'ai mis ça sur une coupe de masque, puis je le garde depuis ce temps-là. Puis après ça, j'ai ma petite quote qui est en haut, qui est No Ordinary Moment, qui est vraiment... qui est une quote, qui est une phrase, dans le fond, que mon coach de gardien de but, Danny Sabourin, m'a un peu instauré dans ma tête, qui fait vraiment, dans le fond, qui revient à la base, là, c'est que tu n'as pas de temps à perdre. Il faut vraiment que tu sois tout le temps sharp, il faut tout le temps que tu sois professionnel. Si tu veux t'améliorer, si tu veux devenir meilleur, tu n'as pas de temps à perdre, fait que tu y vas.
puis c'est à toi de tout le temps être là puis être prêt. Fait que ça revient un peu à ça. C'est une phrase qui m'a resté dans la tête que j'ai mis sur mon casque. Fait que c'était un peu ça. Il n'y avait rien de flashy dans ce masque-là, mais c'était super beau. C'est une belle pièce de Sylvie Poitras, encore une fois. Mm-hmm. Puis maintenant, on va aller au casque de cette année. D'ailleurs, à la seconde que je l'ai vu, j'ai fait « Wow! » Il est simple, efficace, puis vraiment beau. Mm-hmm. Je vais vous le montrer à l'instant. Sincèrement, si c'est Joe, je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi, mais le logo en plus sur le côté. À la base, je veux dire, les Barracuda de San Jose, c'est probablement le plus beau logo dans la Ligue américaine, on va se le dire. Là. Clairement, le nom et tout ça, là, je trouve tellement ça parfait. Peut-être que les couleurs de l'équipe des Sharks de San Jose, copier-coller, j'aime pas trop ça. J'en ai parlé justement avec Jean-Michel. Mais je veux dire, le logo, il est vraiment beau. Là. Ouais, ben c'est ça, encore une fois. Je pense que oui, le logo il est très beau, fait que ça peut aider un petit peu. Encore une fois, je voulais que ça soit simple. J'avais dit à Sylvie, fais-moi ça simple, fais-moi ça blanc, qui est comme plus un peu clair, puis tout ça. Elle a fait un travail incroyable. Pour de vrai, quand tu fais un masque de hockey, quand tu designes un masque de hockey, il y en a qui laissent plus de liberté au peintre, puis il y en a qui en laissent moins, puis tout ça. Mais moi, je voulais vraiment que Sylvie puisse travailler comme elle voulait, qu'elle puisse faire ce qu'elle voulait dessus. Puis j'ai vraiment laissé le carte blanche. Je lui ai juste dit, au début, je veux que ça soit simple, je veux que ça soit clair. J'avais donné une photo de ce que Jones avait déjà eu. Puis après ça, elle m'a fait ce casse-là. Très content, il est vraiment très, très beau. Puis sur ma backplate, encore une fois, là, c'est en arrière de mon casque, c'est un peu la même affaire. J'ai la même phrase, j'ai la croix, puis j'ai la fleur d'Élysée d'un côté. Fait que, ça ressemble pas mal tout le temps. Je veux vraiment que ça soit simple, que les gens puissent juste voir qu'est-ce qui est dessus de loin. Souvent, quand tu es dans un match, les partisans ne peuvent pas vraiment voir, là, surtout en ce moment, vu qu'il n'y en a pas. Mais je voulais que ça soit simple, que ça soit facile à voir. Moi, j'ai une question qui me vient en tête. Quand tu fais plusieurs masques comme ça, est-ce que tu te fais une collection, veux pas, de tous les masques que tu as eus dans ta carrière? Oui. Mon but, c'est d'avoir un masque par équipe avec lequel j'ai joué. C'est sûr que à Rouen, j'en ai eu plusieurs, puis il y en a un que j'ai légué à un de mes amis. Après ça, il y en a un autre que j'avais mis à l'encan pour aider le refuge animal là-bas à Rwanda. Mais le dernier, je l'ai gardé. Puis lui, avec l'UNB, c'est sûr, je vais le garder. Puis lui, avec les Barracuda, on va voir si je vais en avoir d'autres. Là. Mais mon but, c'est d'en avoir un par équipe avec lequel j'ai joué. Ouais. Puis ça va venir directement avec ma prochaine question. Tu n'as pas le droit de dire le Canadien de Montréal parce que c'est beaucoup trop facile. Mais c'est quoi l'uniforme que tu aimerais le porter le plus dans ta carrière? Là, je vais y aller avec les Sharks, c'est clair. OK. C'est sûr que quand tu commences à travailler dans une organisation puis tout ça, puis tu as à cœur le succès de l'organisation, c'est sûr que pour le moment, c'est les Sharks. Moi, j'ai un contrat de la Ligue américaine. Mon but, c'est sûr qu'un jour, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Fait que ça va être d'avoir un contrat peut-être un jour dans la Ligue nationale. Fait qu'on va voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, je me focus vraiment sur cette organisation-là qui a des super personnes en place. Puis on veut vraiment qu'elle ait le succès du succès. Moi, j'ai une question j'aimerais ça conclure avec ça. Parce qu'on le sait, peut-être pas conclure. J'ai deux questions qui viennent en tête. Là. Il y en a une dernière qui vient de me popper. Vraiment, venir arriver dans ma tête. Là. Les gardiens, c'est toutes des personnes connues pour être spéciaux, différents des autres, plusieurs superstitions. Toi, t'en as-tu une superstition qui est bizarre? Je sais que dans les commentaires, il y en a Yannick Tissu qui est peut-être encore là. Lui, il tape son bâton à toutes les fois, puis son tape job, il faut toujours qu'il soit parfait, sinon c'est pas correct. Si quelqu'un touche à son bâton, ça ne marche plus. Toi, as-tu quelque chose qui est différent des autres ou qui fait de toi un gardien, un vrai gardien, un gars plus spécial que les autres? En partant, les gars, que tu sois gardien ou joueur, il y en a plusieurs qui ont des superstitions, puis il y en a plusieurs qui ont des routines qui ne dérangeront jamais. C'est que tu sois gardien ou joueur. Fait que moi, j'ai ma routine d'avant-match qui se ressemble énormément. Mais si jamais il se passe quelque chose, si jamais c'est pas pareil, c'est pas la fin du monde. Je suis vraiment pas superstitieux sur ce point-là. Sauf que j'aime ça faire les mêmes choses d'avant-match pour me sentir à l'aise. J'arrive à l'aréna, je vais taper mon bâton, après ça, je vais faire du foam roller, je vais me préparer physiquement pour rentrer dans le warm-up puis tout ça. Puis dans le warm-up, j'ai la même routine. Avant les périodes, j'ai la même routine. Je vais faire les mêmes déplacements, puis tout ça, je vais m'étirer. Fait que j'ai vraiment la même routine, mais c'est pas quelque chose qui est dans ma tête que je dois absolument faire pour avoir du succès. C'est vraiment quelque chose qui me permet de bien me sentir. Maintenant,
j'ai-tu des superstitions? Je sais pas. Pour vrai, je dis vite comme ça, je pense pas. Mais je connais d'autres gardiens qui en ont, je connais d'autres joueurs qui en ont. Fait que oui, on est considéré comme plus bizarre souvent, mais c'est aussi une position qui est différente des autres. C'est une position qu'on a plus de. On est un peu écarté dans un certain sens de l'équipe. Puis on doit vraiment être sharp pendant 60 minutes. C'est sûr que notre préparation parfois est peut-être plus intense justement parce qu'on s'apprête à être sur la glace pour 60 minutes. Puis si on a une couple de secondes qu'on n'est pas là mentalement, ben ça peut vraiment faire mal à l'équipe. Fait que c'est sûr que nous autres, on se prépare d'une façon peut-être un peu différente parfois, mais c'est pour une bonne cause. C'est pas pour être différent. Donc, je me sens un peu différent pour une fois. J'ai commencé à gauler, puis tout le monde me disait, Crime, t'es-tu un goaler? T'es-tu superstition? Moi, c'est gant droit avant gant gauche, absolument. Sinon, ça va pas bien. Faut toujours que j'ai la même musique dans l'auto avant les games. Joe riait de moi pas mal là, parce qu'il disait, j'étais spécial. Moi, la seule superstition que j'avais, c'est pas me forcer dans les pratiques, puis check, je suis rendu où, là. Clairement, il y a des superstitions qui sont meilleures que les autres. Dernière question, Sam. D'ailleurs, avant d'aller à la dernière question, je te remercie d'avoir accepté l'entrevue. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Oui. J'aimerais savoir quelle est ta meilleure anecdote qui t'est arrivée dans ta carrière, que ce soit lié au hockey. Il faut que ce soit lié au hockey, que ce soit pee-wee, novice, peu importe quand, n'importe quel moment dans ta carrière relié au hockey. Quelle est ta meilleure anecdote que tu peux raconter, bien sûr? Mon Dieu, meilleur, je ne sais pas. Mais je vais y aller avec une anecdote. En fait, un passage qui a été quand même un peu qui a été vraiment important pour moi. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à jouer au hockey, tu me regardais et tu ne disais pas que je jouais au hockey. Tu sais, j'étais quelqu'un qui avait un problème avec mon physique, qui avait un problème avec mon poids, puis tout ça. Il a fallu que je fasse vraiment beaucoup d'efforts. Tu sais, je me rappelle quand j'étais pee-wee, j'étais vraiment ou atome. Des fois, je n'étais pas capable de finir les pratiques. J'hyperventilais. J'avais vraiment pas un bon cardio. Je n'étais vraiment pas en forme. Puis, je n'étais pas nécessairement un très bon gardien de but non plus. Là. Si ça ne veut pas, ça te rattrape. Fait que dans mon développement, là, entre l'été Pee-wee puis l'été Bantam, j'avais demandé à Alexandre Maltais de me faire un programme. Puis, je l'avais suivi à la lettre. Puis ça m'avait vraiment changé. J'étais rendu meilleur physiquement, puis j'étais capable de suivre. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir du succès aussi. Je pense que mes années Bantam, c'est très bien passé. Là, fait que c'est vraiment là qui m'a aidé à devenir un meilleur gardien. Puis souvent, là, je vois des joueurs de hockey qui sont plus jeunes, puis tout ça. Puis ça demande qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur, puis tout ça. Mais de s'entraîner et d'être plus sérieux en dehors de la glace, souvent, ça peut faire une différence. Je dis pas de commencer à faire du bench quand tu es à tombe. Là. Ça, c'est vraiment pas ça qui est l'affaire, mais de demander à du monde qu'est-ce que tu peux faire hors glace puis, pour devenir meilleur, pour avoir un edge. Je pense que c'est important. Fait que, c'est une anecdote un peu qui m'a permis, dans le fond, de devenir meilleur puis qui m'a vraiment starté là, comme joueur de hockey, je te dirais. C'était vraiment juste de me mettre en forme puis d'être plus sérieux. Puis il y avait des gens qui m'ont aidé à faire ça, puis je suis bien reconnaissant. Ben, Samuel, merci énormément. Ouais. Encore une fois, je tiens à te remercier d'avoir accepté l'entrevue. Tu as été quelqu'un de marquant pour l'école où je m'implique beaucoup pour les Lynx Pavillon-le-Bas-du-Faux. Très marquant d'ailleurs que ton nom est écrit sur le mur des fondateurs, la petite signature-là avec Samuel Girard et Antoine Girard, justement, tu as parlé tout à l'heure. Merci énormément de t'impliquer à l'école et d'être passé à la table du hockey. C'est toujours un énorme plaisir de discuter avec toi. Ben, merci beaucoup, les gars. Puis continuez votre bon travail, puis on va continuer à vous suivre. Merci. Puis aussi, profite de la Californie pour nous autres, s'il te plaît. Profite-en. Sans fun. Sans faute, je vais faire ça. Merci beaucoup. Salut. Merci, là. Bye-bye. Ouais. Écoute, Joe, encore une fois, que dire de plus? Écoute, il a discuté avec nous. Je pense que tu finis toutes les entrevues de la même façon. 45 minutes de son temps qu'il nous donne pour jaser avec nous autres, comme si on était des bons vieux chums, tu sais, vraiment là pour... Ben, ça s'est tout dessiné en plus de ça hier dans la journée qu'il fallait qu'il regarde avec son entraînement s'il était capable de nous trouver du temps, puis il a réussi à nous en trouver. C'est ça. Puis je suis très content d'avoir, comme je le disais, c'est quelqu'un de marquant. Je m'implique énormément pour le pavillon Willebras-Dufour à Alma. Et écoute, je pense que je suis quelqu'un qui s'implique le plus dans l'école présentement, qui n'est plus à l'école, parce que je suis rendu à Québec, mais je continue à faire des affaires pour cette école-là. Puis Samuel, il n'est plus au Québec. Lui, il est juste plus à Alma, mais comme moi, je suis à Québec, mais lui, il est juste plus au Québec pendant tout. Puis il continue d'être là pour l'école. Il s'implique. Il a donné un certain montant pour être sur le mur des fondateurs, pour aider la Fondation des Lynx, pour aider les jeunes sportifs de l'école. Donc, il va toujours avoir une place importante
en dedans de moi pour me dire ce gars-là a aidé l'école pour se rendre où il est présentement. Est une image de tête pour l'école pour qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années et que je travaille encore, qui, grâce à lui, on est rendu avec un très, très bon programme de hockey. Donc, pour moi, c'est une fierté aujourd'hui, tu le sais, j'en ai parlé longtemps, mais c'est une fierté d'avoir... C'est tout le temps une fierté, tous les invités qu'on va avoir, sérieusement. Mais d'avoir un gars d'Allemand encore plus. Ouais, je sais. Il n'y en a pas eu gros. Dans la Légion majeure du Québec, il n'y en a pas eu gros. Puis en plus, il est 4e meilleur gardien en termes de victoire. Tu vas voir, quand mon gars de Pont-Rouge va venir, là, tu vas voir. Mais en fait, j'ai eu Marc-André, mais il ne compte pas vraiment. Il vient de Bécamo, le traître. Il est supposé venir, là, Marc-André. Il s'en vient, Marc-André, mais il dit textez-moi quand je vais pouvoir rentrer après l'entrevue. J'ai fait. On le texte, il ne rejoint pas. Tu sais, c'est Marc-André, en même temps, il a saisi le temps. Wow. On t'aime, Marc-André. Mais Joe, j'aime pas ça parler de blessures, là, mais je me croise les doigts pour Samuel Harvey qui a eu 2 blessures du côté des Sharks de San Jose devant le filet, là. Puis qu'il ait sa chance. Parce que honnêtement, là, tu regardes son parcours professionnel, tu regardes ses statistiques partout où est-ce qu'il a passé. C'est un gardien qui a du potentiel. Puis ça m'a beaucoup étonné qu'il n'ait pas été repêché. Potentiel extrêmement élevé, selon moi. Ben, on le sait pas, on le verra bien. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a un futur. Puis on l'a vu, son premier match avec les Barracuda de San Jose, connu une excellente performance. Deuxième match, il l'a perdu. Mais... Ben, il y a eu 36 quand même. Oui, je sais, c'est ça. Ses statistiques sont encore éloquentes. Il était à 908 pourcentage d'arrêt. Fait moi, je m'attends du succès de son côté. Puis, comme je l'ai dit, là, je sais que lui, il ne pense pas vraiment à ça parce que c'est de la business, mais tu regardes la situation des gardiens de but du côté des Sharks de San Jose, Martin Jones, Devin Dubnyk, c'est des gardiens qui vont s'effacer dans les prochaines années, puis ils n'ont pas beaucoup de relève. Fait que c'est une excellente place pour lui pour évoluer. On dit souvent que d'un joueur de hockey, que pour être un bon joueur de hockey, tu dois être bon dans les séries éliminatoires. Regarde ses statistiques. 945 en 2017-2018 en séries éliminatoires, dont 930 de pourcentage d'arrêt en saison, désolé. 924 la saison d'après en 20 games. Et 20 games, 924, c'est très, très bon. Puis la saison l'an passé, 946 de pourcentage d'arrêt. 946, ça veut dire qu'il accordait quasiment pas de but. Je veux dire, le gars, il a du potentiel, clairement. Il a gagné la Coupe Mémoriale. Il passe son parcours de la LGMQ va passer à l'histoire parce que c'est l'un des meilleurs. Fait, regardez ce nom-là. Si vous êtes un amateur de hockey, Samuel Harvey, surveillez-le parce que dans les prochaines années, selon moi, on va le voir. Ça, pour moi, c'est sûr et certain qu'on va le voir un jour dans la Ligue nationale. Que ce soit juste un match au minimum. Mais je suis convaincu. Il arrive dans 2 minutes, Marc-André qui me dit je suis convaincu que Sam a le potentiel, comme tu disais, de se rendre professionnel plus haut que la Ligue américaine. Il a atteint ce but-là. J'étais surpris que le Canadien ne lui offre pas de chance lorsqu'il a fait le camp. Moi, on avait beaucoup de gardiens, mais on aurait pu voir un Sam arriver gauler Ligue américaine au minimum avec eux. Puis je suis convaincu que l'équipe qui va donner une chance, un contrat de la Ligue nationale, il ne regrettera jamais cette signature-là. 2 secondes. Es-tu capable d'aller voir sur Facebook si c'est toujours live? Parce que je pense que ça a bugué. Moi, je suis toujours en live, là, présentement. OK, non, c'est correct. C'est juste que tu bug. Hey, mais on parle-tu de l'affaire Artemi Panarin? Ben, avant, on pourrait attendre Marc-André parler de ça. Ben, on va en parler tranquillement. Là, puis parce que avant, j'ai juste souligné qu'il y a un jeune Québécois qui vient de commencer ses parcours professionnels de la Ligue nationale. On va aller du côté. Attends, je vais vous montrer le pause des Chevaliers de Lévis. Ça va aller plus simple de même. Vous voyez, avec un bon vieux pause des Chevaliers de Lévis, l'équipe pour qui je travaille présentement, que j'attends toujours que la saison commence d'ailleurs. Petit message à l'insu des gens qui s'occupent de faire le retour du sport. J'ai hâte que ça recommence, merci. Faites en sorte que ça recommence bientôt. Donc, Alex Barré-Boulet, jeune Québécois on a parlé énormément dans notre coin ici, au Québec. On aurait aimé ça qu'il signe à Montréal. Petit gars de Montmagny. Un petit gars de Montmagny, en plein ça, qui joue son premier match à la Ligue nationale ce soir. Très fier pour lui. Tu commences là-bas avec la Lightning de Tampa Bay, puis on va toujours en parler, mais le nombre de Québécois qui ont réussi à se faire un nom là-bas, c'est... Tu sais, la Floride est réputée pour les snowbirds, là.
Mais je pense qu'on est des snowbirds aussi, les Québécois, pour aller jouer avec le Lightning de Tampa Bay, parce que tu regardes toute la quantité des joueurs qui ont passé par là, qui ont des racines québécoises. Yannick Gould, Paquette a passé là, t'as Killorn, t'as Mathieu Joseph qui est là présentement. Alex Barré-Boulet en est un nouveau. Puis écoute, les Québécois auparavant, le Cavalier Saint-Louis. Écoute, on dirait qu'ils ont plus de Québécois que Montréal ont la chance d'avoir. Ben, tu regardes les 12 dernières années, puis d'après moi, oui, au Québec, avec le Canadien, on en repêche. Les statistiques le prouvent qu'on repêche beaucoup plus que dans d'autres programmes, de d'autres équipes de la Ligue nationale. Sauf que des Québécois qui performent et qui réussissent à se tailler une place avec l'organisation. Je pense que le Lightning de Tampa Bay un petit step en avant du Canadien de Montréal. Mais là, il faut parler d'Artemi Panarin. Ben, on n'a comme pas le choix. Je veux dire, si vous n'avez pas regardé Twitter, c'est fou présentement. Parce que, les Rangers de New York, à chaque année, il y a tout le temps une équipe là, qui sort des nouvelles à gauche, à droite, puis tu fais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais, ben là, pendant un certain temps, c'était les sénateurs. Les sénateurs, présentement, sont tranquilles. Qu'est-ce que tu as dit, excuse? Les Coyotes. Oui, les Coyotes, oui aussi. Mais là, c'est les Rangers de New York. Après D'Angelo, Lafrenière, on se pose des questions un peu. Puis là, tu arrives aujourd'hui, l'affaire Artemi Panarin. La façon que ça sort sur Twitter, première affaire, Panarin dit qu'il va avoir une absence, qu'il va s'absenter de l'équipe. Puis après ça, sort l'article dans un média russe qu'il aurait supposément battu une jeune fille en 2011. Une jeune fille après avoir bu dans un bar. OK. Mais il faut se rappeler que voilà un mois, Artemi Panarin, c'est pas le meilleur fan de Vladimir Poutine. Il ne faut pas l'oublier. Va parler contre, en faveur de son opposant à Poutine présentement, qui a été empoisonné et là, qui est en prison, si je me rappelle bien. Fait que, parle en positif de cet homme. Un mois après, ça sort dans les médias russes par un gars qui a des liens d'amitié assez forts avec Vladimir Poutine aussi. Fait qu'il faut se poser des questions. Puis là, moi, sincèrement, s'il a vraiment fait frapper une fille ou battu une fille, fuck you. D'accord qu'il soit out. Ah non, dégage. C'est ton cas. Un peu comme Voinov. Si c'est vrai, en plein ça, si c'est comme Voinov, c'est vrai, out. Je veux même plus t'en voir dans la ligue, même si c'était un des meilleurs. Mais si c'est vraiment une affaire de politique par Poutine, excusez-moi, pardon, à un moment donné, laissez-les tranquilles. Si boire, il est même plus dans ton pays. Non, mais là, présentement, il prend une absence parce qu'il faut aussi prendre en considération. Oui, c'est ça, sa famille habite toujours en Russie. Puis bravo aux Rangers de New York qui vont directement sur les réseaux sociaux, sort une quote, un statement qui dit que tout ce qui a été dit dans les médias russes, c'est fabriqué. Puis qui vont se battre pour trouver la vérité puis le faire voir à tout le monde. Sauf que je pense que sur Twitter, la plupart du monde voit un peu qu'est-ce qu'ils décident. Là, Panarin, c'est sorti en 2011. Pourquoi c'est pas sorti depuis là? Ça fait 10 ans. Pourquoi ça sort là? C'est louche. C'est louche. Un mois après qu'il parle contre Poutine, c'est louche. C'est très louche. Donc, salut! Hey, what's up, les chums? Comment ça va? T'as-tu parlé contre Poutine dernièrement parce qu'on reçoit des plaintes de. des non, j'ai battu aucune femme, je crois. Ok, j'espère, parce que si t'allais dire le contraire, je pense que t'étais kick-out toi aussi. Ben voyons. Comment ça, toi aussi? Ben, kick-out toi aussi. Ok, Joe, t'as pas encore sorti de T'as pas sorti publiquement? Non, mais je parlais comme Panarin. Ouais, hey, c'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre, cette histoire-là. Sérieusement, je sais pas pourquoi penser. Il est où le KGB là-dedans? Il est à côté. Il est juste à côté. Il disait salut, comment ça va? Je veux juste pas qu'on arrive genre la semaine prochaine qu'on voit des médias. Ok, Panarin, il est mort empoisonné. J'espère pas. En plus, retourner en Russie présentement, c'est dangereux pour lui. Non, il retourne pas en Russie. Le fuck off, il fait longtemps qu'il est pas retourné. Ah non. T'es sûr qu'il retourne pas pour protéger sa famille? Il tient sa vie. Non, il va pas mais non, oublie ça. Il prend un break de l'équipe, donc il se retire tranquillement, mais ça ne veut pas dire qu'il retourne en Russie. Là. Après moi, il va faire une coupe d'appel pour que sa famille s'en vienne ici, là, par exemple. Là. Ouais, mais c'est sûr. Je dis ça comme ça, là. Je sais pas si vous avez écouté. J'ai écouté une entrevue cette semaine d'un autre podcast, puis sans nommer le nom, c'était avec Christopher Letang, puis il disait, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, les joueurs de la Russie qui viennent jouer au Canada ou aux États-Unis.
Ça a l'air que, en tout cas, pour le cas d'Evgeny Malkin, là, il jouait pour une équipe en Russie, puis là, il faisait un voyage avec l'équipe vers, mettons, une autre destination en Russie. Puis lui, à place de prendre le vol avec son équipe, il s'est sauvé dans un vol pour les États-Unis. Pas d'équipement, pas rien, pas de linge, rien, il est sauté. Parce que ça a l'air qu'ils ne peuvent pas le retenir s'il est changé de pays, mais sinon, ils essayent de les bloquer. Ouais. Ouais, Fait que là, C'est weird. bizarre, mais ça me surprend pas. Fait que pour ça, je te dis, cette histoire-là, là, je serais pas surpris qu'il y ait en tout cas. Hey, on est en 2021 pareil, hein? Puis on parle d'affaires comme ça, pareil, qui est arrivé en 2006 sur Malkin, 2007, qui arrive dans la ligue. C'est ridicule, là. On va m'emmener dans le monde réel, là. 2021, là. On est rendu international, mondial, la mondialisation et tout ça, là. Arrêtez de... Je sais que vos joueurs, vous aimeriez tous qu'ils restent chez vous, qu'ils gagnent des millions et des milliards. Revenez-en. Maintenant, la Russie, là, ça m'a donné. T'as beau penser que t'es le meilleur pays au monde, mais ça c'est là. Pense à autre chose. Je suis désolé si le monde de la Russie, le KGB nous écoute. On est avec vous, peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non. Ils comprennent pas ton accent, oui. L'accent du lac. On va ressortir mon accent du lac. C'est le plus près du russe qu'on a ici. Ouais, c'est ça, c'est plus près du russe. D'après moi, ils comprennent mieux que vous autres. Hey, si on parle d'autres actualités, là, je ne sais pas si tu l'as vu dans le chat que j'ai envoyé, là, le club école des Kraken de Seattle. Non, pas vu. Tu n'as pas vu la nouvelle? C'est juste de l'envoyer. Ça passait sur Balle-Courbe là, aujourd'hui, dans le fond. Ils vont faire un aréna 250 millions pour leur club école. 250 millions. Ça, il y a de la crosse des casinos quelque part là-dedans. Là. Tu peux pas croire que c'est... Oui, mais tu sais, des fois, là, on veut que Québec revienne puis tout ça, là, mais est-ce que Québec serait vraiment prêt à payer 250 millions pour un club école? Joe, c'est malade. On a de la misère à payer ça pour une équipe de la Ligue nationale. Je faisais juste parler du centre Vidéotron. À un moment donné, je marchais, je parlais avec un de mes amis, il parlait du centre Vidéotron. T'as rien, une madame, il a dit parle-moi pas de tout ça, c'est rien qu'un estige de crosse, puis tout ça, puis c'est à cause d'eux autres, on paye plus de taxes. Mais on parlait pas, madame. Imagine-toi payer une aréna de 250 millions pour une équipe de la Ligue américaine. Le monde. Imagine-toi le nombre de monde qui t'arrêterait dans la rue. Hey. Ça, faut quand même prendre en considération que ça doit être du privé pas mal. Là. C'est aux États-Unis, donc il y a du privé qui rentre en compte. C'est pas de l'argent nécessairement des contribuables, mais tu regardes le centre Vidéotron présentement, il n'y a personne dedans, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de Nordique. Ça dure un peu. C'est ça. S'il y avait une équipe, ça serait pas une histoire. Après ça, il faudrait avoir un club de la Ligue américaine. On le sacrerait où, là? Alma. On envoie ça à Alma. Il va traverser le parc à tous les fois. C'est beau, ouais, c'est ça. Construisez-vous un aéroport de suite. On a un aéroport. Tu serais surpris, on a un aéroport. Pas un gros, on en a un. C'est déjà ça. C'est ça, l'aréna? Tu veux le voir? Je sais pas si dans ce modèle-là, tu l'as vu, là. C'est le lien que j'ai montré, là. Ça doit être ça. Ok, tu l'as vu, ouais. En tout cas, ça va être une Je vais vous le remettre à l'écran. C'est une méchante belle aréna qui va être située dans l'État de la Californie. Ça va être un peu dans le désert, un peu nowhere, mais j'imagine que ça va se construire autour éventuellement. Là. C'est ce qu'on pensait à Ottawa, puis c'est pas partout arrivé. Est-ce que ça va vraiment... Ouais, mais Eugene Melnyk est un peu plus cheap, disons-le comme ça. Juste ça, cheap? C'est une autre affaire, là, Eugene. Mais bon. Mais bon. Ouais, c'est ça, mais bon. Je veux juste dire à nos gens qui nous écoutent, les 12 personnes qui sont là, n'oubliez pas, jeudi, 19h30, l'entrevue avec Michael Lalancette va être diffusée sur nos ondes. Ça va être... vous voulez pas manquer ça? Ça va être très intéressant. Il va nous parler de son livre, d'ailleurs, que un peu, il est à côté. On va aller chercher faire un petit peu de pub pour ça. Tu l'avais pas à côté de toi? Il est pas prêt. Hey, ça veux-tu me dire pourquoi qu'on le paye, ce gars-là? On le paye? Je suis pas payé. Non plus. Fait qu'arrête de chialer. C'est pour ça. Fait que Michael Lalancette qui a sorti Georges Gézina, l'habitant silencieux. Il va venir parler de son livre. D'ailleurs, que j'ai reçu aujourd'hui. Je remercie la maison d'édition qui nous a envoyé ce livre-là. Je suis super content de l'avoir, pouvoir le lire en avant-première. Puis, vas-y, Joe. C'est très généreux de leur part. Puis c'est l'histoire de Georges Vézina. Je pense que pour ceux qui ne le savent pas, là, ça vaut la peine d'être su.
Le gars, je pense qu'il est mort à 34 ans à cause d'une maladie. Ouais, quelque chose. Genre, je suis pas encore rendu Très là, jeune, l'âge là. exact, là, mais il est mort très, très jeune. Genre, Très, très jeune, puis il aurait pu avoir une meilleure carrière qu'il a Puis, déjà eue. Puis il a joué tous ses matchs. Il n'a jamais été mis de côté. Il n'a jamais manqué un match de sa carrière depuis qu'il est arrivé, lors de son arrivée à Montréal jusqu'à à la fin de sa carrière. Pas puis un. spoiler alert, le trophée Vizina, il est nommé après lui. Là. Ah ouais, t'es Ah, sûr? ouais. Je viens de spoiler. Ah, fuck, je voulais attendre pour le film. Fuck! Non! On est tous Puis l'aréna Georges Vézina. C'est entre Georges Vézina en plus. Arrête de spoiler le livre! Oh, voyons. man! Là, le monde ne va plus le lire. Regarde. Non, sincèrement, un très, très bon livre. Georges Vézina, l'habitant silencieux. Je vous le recommande. Il sort très bientôt. C'est le 20. Quelle date? C'est demain? Demain ou après-demain qu'il sort? C'est après-demain, C'est je quoi la pense. Le 24. Un peu. Après, c'est après 24, demain. c'est mercredi. Ouais, le 24. Ouais. Hey, Après-demain. on va Vas-y. parler d'un sujet. Oui. Parce que je veux savoir ce que Marc-André a pensé Ah ouais. de moi. la classique hivernale du lac Tahoe. Ça me faisait penser à mes bonnes vieilles après-midi du mois d'avril à la patinoire extérieure derrière le centre Joey Junot. Écoute, Ouais. tu joues un peu jusqu'au temps qu'il y ait trop de slotch. Puis des fois, il y a C'est de la triste quand roche même, hein. aussi. Hein? Mais sérieusement, c'est triste, mais genre, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Là. Faut pas que tu oublies que le spectacle, c'est la vue, c'était malade. Là. Visuellement, c'était malade. Oui. Puis, ils l'ont essayé, ça n'a pas marché. Puis, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont mis ça à minuit le soir, puis il y a eu pas mal moins de monde qui l'ont écouté, assurément. Ben, le deuxième match, par exemple, c'était. Ouais. Il y a eu plusieurs personnes, par exemple, qui n'aimaient pas trop parce que c'est vrai que c'était difficile de voir la rondelle souvent, là, parce qu'à cause des Souvent. ombrages et tout ça. Mais je veux dire, visuellement, quand tu regardes le scénario, puis tu regardes les reprises des buts, puis tu vois le scénario en arrière, c'est complètement magique. Mais- Puis Ah ouais. j'applaudis Joe. l'effort qu'ils ont fait. Là, je veux dire, c'est toute une job d'avoir bâti Joe, une Moi, une arena question là. qui me vient en tête en parlant du lac Tahoe, c'est qu'ils ont déjà réussi à faire des matchs à Las Vegas. Le premier match extérieur à vie, là, c'est à Las Vegas. Dans le désert, il n'y avait pas eu de problème. Ben, il y avait eu quelques problèmes, mais moins de problèmes que là, que l'arbitre puis deux joueurs en arrière, ça pète la gueule. Ouais. Pourquoi ils ont réussi à manquer ça? Il y avait de la neige à terre, il y avait tout. Écoute, pourquoi ils n'ont pas poché des matchs dans le désert ou en Californie il y a une couple d'années? Puis là, il manque C'est là. plus une patinoire quasi artificielle là, quand c'était dans le sud, que là, au lac Tahoe, s'attendait plus à des températures pour que la glace qu'elle fige. Mais là, tu avais aussi le soleil qui tapait. Mais Ça, c'était à un moment quelque donné, chose tu qui. prévoyais ça, le soleil. Justement, quand tu mets un logo avec de la couleur mais tu sais, foncée, c'est sûr que le soleil tape dessus. Jean-Mi, c'est à la Ligue nationale quand même. Là, ils n'ont pas fait un appel d'offres, savoir c'est qui payait le moins cher. Là. C'est sûr qu'ils ont engagé du monde compétent. Ils s'attendaient à une autre température. Ils ont juste été mal pris. C'est juste que ça me faisait penser à mon tournoi à Saint-Alban il y a 2 ans où il faisait -1 ou 1 degré puis qu'on jouait dans le slot. Je m'en pense ça, c'était correct. Mais là, ça vient au sujet, puis c'était dans les conversations pour justement la classique hivernale de cette année. Je pense qu'une place comme le lac Louise, Oui. là, par exemple, on va parler d'un beau scénario, puis j'espère que l'année prochaine, le combat de l'Alberta au lac Louise. Hey, ça serait tellement malade. Ouais. C'est tout au top paradisiaque. Puis c'est ça que je trouvais nice aussi du lac Tahoe. C'est pas quelque chose nécessairement que tu pourrais faire avec des spectateurs, tu sais. Mhm. C'est vraiment c'est ça. Fait que c'est vraiment des beaux moments qu'on peut vivre justement sans dire merci la COVID, là, mais tu sais, c'est des moments quand même qui. C'est ça, mais tu sais, c'est des moments qui nous font vivre à cause de ça. Puis c'est beau de pouvoir vivre ça au moins une fois, parce que je pense pas que ça va réarriver dans des endroits comme ça. Là. Ben, sincèrement, moi, je pense qu'à chaque année. Lac Louise, peut-être, mais je parle plus comme là. Lac Tahoe, ça aurait été difficile. C'est de l'eau autour, c'est en altitude. En bateau. Il y avait du monde en kayak dans l'eau. Ouais. Ah ouais. Là, puis les mascottes les faisaient partir. Genre, la mascotte des Golden Knights, ça, c'est un chevalier. Puis il tapait sur son bouclier pour les faire partir et essayer de les frapper. Là, c'est vrai, avant, c'était un dragon bizarre. Ben, c'est encore un dragon. Il y a un dragon et un chevalier. Ça veut dire avec 2 mascottes. En tout cas, c'est sûr et certain que la meilleure mascotte, on sait c'est qui. Tout le monde ensemble. Greedy! Puis, j'ai pas le clip. Ah, j'ai pas sorti. J'ai pas sorti Greedy. Non, mais il y a un clip qui a Greedy puis la mascotte des Bruins. T'es caché en arrière d'un arbre. Puis tu vois qu'il se cache pour pas être vu parce que les partisans sont pas acceptés. Tu vois sa tête sortir, Greedy, maintenant tu vois la lumière allumée parce qu'il y a comme un spotlight sur eux. Tu voyais que la partie courait puis se cachait en arrière de l'arbre.
Mais il est large même. L'arbre est tout petit, t'as la mascotte qui est trop large pour l'arbre. Merci de me décrire le visuel comme si je ne savais pas. Il essaie de faire vivre le moment. Mais hey, justement, j'avais pensé à la photo. Je sais pas si c'est un effet d'optique, mais le gars qui est en train comme de pisser le long de l'arbre pendant la photo d'équipe des Bruins. Non, j'ai pas vu. Vous avez pas vu ça? Je sais plus ce que j'ai vu ça. Ah, mais je pense pas que je serais capable de le trouver là, mais au pire, j'enverrai. On montrera un après-match. Là, mais c'est en arrière de la photo des Bruins, t'as la baie vitrée entre les deux bancs ou entre les bancs de punition. Puis il y a comme un effet d'un gars. En tout cas, je sais pas si c'est un effet d'optique. Ben, c'est vraiment le gars qui est en train de pisser là, mais tu le vois comme vis-à-vis dans la fenêtre, vis-à-vis l'arbre, puis il est comme droit vis-à-vis. Là, on dirait carrément qu'il est en train de pisser en arrière de l'arbre pendant que l'équipe prend photo. Là. C'est malade. J'essaie de le trouver, là, mais je trouve pas. Non, je sais pas trop c'est où j'avais vu ça. Je pourrais essayer de fouiller pour toi, là, mais je peux pas te garantir. Là, je trouve pas, mais je sais pas, juste Bruins Lake. Tahoe. Ça, si tu marques man who's paying behind the tree, Je m'en dis pas d'écrire en anglais, là, on va le perdre pour 30 minutes. Mais je trouve pas la photo d'équipe, malheureusement. Mais si on peut partir sur peut-être en attendant que tu cherches la photo, la fameuse photo. Aujourd'hui, Jeff Skinner benché 9 millions 6 ans encore. Jesus Christ. Y a-tu un pire contrat dans la ligue présentement? Je pense pas. Hein? Peut-être lui de Milan Lucic? Mais il joue au moins puis il a un rôle. Skinner sur une 3-4, il peut pas brasser, il peut rien faire. Au moins Lucic peut faire de quoi. Non, c'est clair. J'ai la photo d'équipe, Marc-André. Là, as-tu le gars, gars, si non? c'est la bonne. Je sais pas si c'est ça que tu vois. Parce que je cherche là, mais je trouve. Me semble que c'est pas. Non, c'est pas la bonne. Faut que tu les enregistres dans ce temps-là. C'est pas la bonne, même que si je me trompe pas, c'était pas la photo. C'était une photo, il faisait clair. Fait que je pense que c'est une photo pendant la pratique, quelque chose comme ça. Ok, ouais. Mais en parlant du Lake Tahoe et des Bruins, avez-vous vu c'est leur outfit en arrivant? À la place d'arriver beau bonhomme, comme habituellement, une game de hockey, ils arrivent tous avec des couleurs flash là, des années 90. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'était drôle de voir le monde arriver. Puis c'est. J'ai un blanc de mémoire. Comment je peux oublier ça? Ah, ça, je vois pas faire Antoine. Pas Marchand, Pasternak. Pasternak. J'ai oublié Pasternak. Vous avez-tu vu ce qu'il a dit en entrevue? Non. Faut que je le trouve, ça n'a pas de sens. Il a dit genre, j'écoutais une toune avec l'équipe, mais à cause de vous autres, vous avez demandé de venir de parler à l'entrevue, ben, je manque ma toune avec l'équipe. Quelque chose du genre, faut que je le trouve, là, puis je vais vous montrer l'extrait. Ça va bien long, mais il faut vraiment que je trouve ça pour vous autres. Revenons à Jeff Skinner. Vas-y. Parce que moi, ça me fascine tellement là, présentement cette situation-là. 14 matchs, une passe, 1 point. Il est juste -1, je sais pas si c'est pour jouer avec les Sabres. L'année passée, 59 matchs, 14 buts, 9 passes, 23 points, -22. Tu peux pas le racheter non plus, là, parce que tu vas le payer pendant 30 ans. Tu fais quoi? Clair. Il y a une clause de non-mouvement en plus. Tu essaies de le faire jouer, je sais pas, là, je peux pas croire qu'il. Je sais pas trop, là. Je peux pas croire qu'il peut pas jouer avec l'équipe, là. Tu demandes-tu de prendre sa retraite? Écoute, Jeff, ça va vraiment pas bien. Prends ton retraite. Faut qu'on jase, mon chum. On jase, là. Ça te tente pas de prendre ta retraite? Mais... Sérieusement, je sais pas, mais je peux pas croire qu'il peut pas jouer ses 2 premiers trios à Buffalo. Là, non? Mais c'est-tu encore une affaire de Buffalo, c'est plat de jouer là? Je sais pas. Combien de fois qu'on voit ça, là, des joueurs qui arrivent avec les Sabres de Buffalo, puis on dirait que ça détruit leur carrière, puis que ça leur tente plus de jouer au hockey, puis qu'ils veulent prendre leur retraite, accrocher leur patin. Je veux dire, tu as eu Patrick Berglund, tu as eu Ryan O'Reilly qui avait dit que ça ne tentait plus de jouer au hockey. Il se passe de quoi là-bas? Là? Ben, écoute, c'est Buffalo. C'est Buffalo. T'as rien d'autre à rajouter. Je veux dire, il faut quelqu'un qui embraye à quelque part, là, parce qu'ils vont perdre tous leurs joueurs. Je veux dire, Jack Eichel, ça tente-tu de rester là longtemps encore? Bah, tant qu'à moi, Jack Eichel, ça fait une couple d'années qu'il ne veut plus jouer là. C'est juste qu'au moins, au moins, il se force le cul un peu pour jouer. Leur rôle, il est là pour faire de l'argent. Il en fera
Il est là pour faire de l'argent, mais il ne fera pas d'argent à la fin de l'année parce que ça va Justement, pas bien son affaire. On a déjà eu la discussion sur Jack Eichel, là, puis avec Tiff, puis il disait, lui, Jack Eichel, il joue pas greedy, puis il joue pas comme un centre qui veut gagner, mais en même temps, c'est une roue qui tourne. Là, le gars veut pas jouer parce qu'il joue dans une organisation de merde, puis l'organisation fait rien pour l'entourer, fait que lui, il se fait, c'est servicieux avec Jack Eichel. Fait que je pense pour son bien personnel, ce serait mieux qu'il parte de là, mais en même temps, tout à son honneur de rester là et de continuer à essayer de leader cette équipe-là. Parce que même cette année, Jack Eichel, c'est 2 buts jusqu'à présent. 2 buts! Il en marque 30 par année. Mais ils ont joué combien de games? Il me semble qu'ils ont Buffalo. Ils ont joué 14. Ah, quand même. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. C'est assez étrange. Il n'y a pas 2 buts 10 passes, genre? 2 buts, 11 passes, 13 points en 14 rencontres. OK, 11 passes, yeah. Mais tu sais, je veux dire qu'un Jack Eichel, il faut qu'il marque plus que 2 buts. En même temps, qu'il est payé 10 millions. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'il marque plus que 2 buts. Sauf qu'en même temps, au moins là, il est mieux entouré. Il y a des gars qui la mettent dedans. Tant mieux. On s'entend, Jack Eichel a 2 buts, 11 passes, mais c'est rarement des deuxièmes passes. Souvent, il fait les grosses premières passes. C'est sûr qu'offensivement, il doit être impliqué. Sauf que moi, je pense que ça va remonter au propriétaire de l'équipe qui est aussi le propriétaire des Bills de Buffalo, qui s'en sac pas mal des Sabres de Buffalo. Là. C'est pas là qu'il fait son argent. C'est pas là qu'il fait son argent. Là. Je pense que ça prend une nouvelle direction tout court pour cette organisation-là au grand complet. Parce qu'ils vont tous perdre éventuellement. Puis les fans sont tannés. C'est l'année passée. Y en a-tu des fans? Je veux dire, c'est un beau marché de hockey. Quand ça fonctionne, Buffalo, c'est un très beau marché de hockey. Quand ça fonctionne. C'est rare. Je veux dire, ils ont été combien de fois en finale de la Coupe Stanley? Ils ont été une fois. Une finale de la Coupe Stanley. Puis, tu sais, les époques de Derek Roy, Pominville, puis tout ça, c'était une bonne organisation, là. Brière. Brière, Vanek. On en parlait, Derek Roy, c'est pas le gars qui s'efface le plus vite. Là. Il me semble que d'une année à l'autre. Là, mais je pense qu'il joue encore. Oui, il joue encore, mais. Il a fait l'équipe du Canada aux Jeux Olympiques. Ouais. Mais il me semble qu'il y a une saison qu'on en parlait full, puis maintenant, on n'entend plus pas en tout parler de lui du jour au lendemain. Ouais, lui, je pense que c'était quelque chose, c'était relié à une blessure. C'est un peu la même chose que Nathan Gerby. Lui aussi, c'était comme fait effacé de retour dans le décor depuis un certain temps. Mais pour revenir au fait là, des Sabres de Buffalo, il faut que la direction change, il faut que l'organisation change de propriétaire parce que. Oui. Faut qu'il se passe de quoi, c'est sûr. Les boys, j'ai trouvé l'entrevue de Pasternak puis le outfit des Bruins. Je vais vous montrer la première entrevue de Pasternak. Écoutez bien ce qu'il dit. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Là. Je veux juste partager le son. Why are you wearing the glasses now? I assume it's not sunny, or is it just you enjoy having them on? Well, we were listening Barbie Girl before you guys asked me to the media, so I was kind of dancing with these glasses out in the locker room, and then you guys ruined it, and I had to go answer the question, so I missed the Barbie Girl song, and what's going to be on when I come back. Why are you wearing the glasses? Il est déçu de manquer sa toune. Sérieux, quelle merde. Mais quelle up? Quelle question de merde, on en parlait l'autre fois, là, quand on est tanné que le hockey soit conservateur, puis on veut en avoir des... C'en est une preuve, ça. Tu veux parler de outfit spécial un peu? On va embarquer dans des outfits spéciaux. Il y en a plusieurs, eux autres. Checkez ça. Si ça flash pas, je me demande c'est quoi. J'ai un ami qui flash. Et ils se sont laissés aller. Ça marche pas ton affaire. Ouais, c'est ça. Non, mais comme Marc-André l'a dit, il faut que le hockey soit un peu plus show-off, un showmanship à quelque part. L'uniforme comme ça, ça fait parler un petit peu. Puis il faut arrêter. Je pense que c'est l'agent Alan Walsh qui avait écrit. On peut-tu arrêter de dire aux joueurs de hockey d'arriver en veston-cravate puis de laisser s'exprimer comme font la NBA, la NFL? On peut-tu arrêter d'avoir un code vestimentaire pour les joueurs de hockey? Mais il faut pour qu'ils donnent l'exemple. Fuck off, l'exemple. Les écouteurs à Bergeron, c'est-tu tes écouteurs que tu as sur la tête présentement? Sûrement. Sont-ils USB? D'après moi, oui. OK. C'est les mêmes. Ils font de la super bonne job. Ça doit faire 7 ans que je les ai. Fait que tu peux bien rire, mais au moins j'ai tough.
Au moins, j'étoffe. Mais pour revenir au fait que, tu sais, quand ils disent qu'il faut montrer l'exemple aux jeunes, moi, voir un joueur qui portait un veston cravate, ça ne m'a pas fait. Aujourd'hui, j'en ai un veston cravate dans ma garde-robe, mais j'en porte pas un à chaque jour. Là. L'exemple, pourquoi? Moi, je le mets juste pour aller travailler. Et puis ça, j'ai jamais compris aussi les équipes AAA, puis les équipes qui demandent. Scolaire, hockey scolaire aussi. Ouais, hockey scolaire. C'est arrêté. Non, mais en même temps, je me dis que les filles qui voient ça, les gars s'habillent juste pour voir les filles après ça. C'est clair. Ils s'habillent quand même pour aller voir les filles après, c'est sûr. C'est de la merde. C'est de la grosse merde all the way. C'est juste pour avoir un petit contrôle sur les joueurs, une espèce de Lou Lamoriello. C'est sûr que les Highlanders ont un code vestimentaire. Là, non, c'est un code de cheveux aussi. Un code de cheveux. Puis d'après moi, il doit arrêter parce qu'avant, là, son affaire, c'était aussi les numéros. Les numéros ne pouvaient pas aller au-dessus d'un certain chiffre, à part pour Brodeur puis Yaguerre. C'était comme les deux exceptions. Puis des bonnes exceptions aussi. J'espère qu'il y a des exceptions aux autres. Ouais, mais tu sais, Lou aussi, là, c'est un personnage qui devrait cesser d'exister éventuellement. Des personnages comme ça, là. Un peu de changement nouveau, là. C'est qu'est-ce qu'on parlait aussi dans les derniers jours. Claude Julien, on parle dernier volet là, du podcast aujourd'hui. Claude Julien, out. Bye-bye. Ben moi, je veux juste savoir c'est qui qu'on met en place. C'est bien beau de dire bye-bye, mais il faut... Non, mais ça que je suis en place, je suis juste écœuré. Aujourd'hui, là, je suis dans un groupe Facebook, là, puis c'est bien rare que je m'envoie écrire dans les commentaires de des groupes. Là. Aujourd'hui, je me suis laissé aller parce qu'il y a un gars qui a posé la question, il dit qu'est-ce qu'on fait avec Claude Julien? Puis c'est ça, on en parle depuis longtemps. Là. Puis moi, un coach qui n'est pas capable de coacher son banc pendant une game, là, je suis pas capable. Puis tu sais, tu payes ce gars-là 5 millions par année, là, puis là, je dis pas ça comme... je veux pas... qu'on pense que je me dis que je serais capable de coacher le Canadien, loin de là, mais c'est juste que j'ai l'impression que ce que Claude Julien fait en arrière de son banc toute la game, même moi, je serais capable de le faire. Ligne 1, ligne 2, il regarde son carton, je chiale après l'arbitre, ligne 3, ligne 4, mais ligne 1. Je vous donne un nom. Gérard Galland. Vous prenez dessus? Oui, mais Gérard Galland, c'est un style particulier. Je comprends, oui. Je sais pas. Ça, honnêtement, c'est le pire... C'est le meilleur mystère de tous les temps. Il faut aussi prendre en considération que tu as Seattle qui va rentrer dans le décor prochainement, qui vont sûrement se trouver un coach. Là, puis Gérard Galland, ça va être le coach des équipes. Un an après, il va être out. Dans les coachs là, qui ont nommé justement pour Seattle, tu as Galland, tu as Bruce Boudreau. Non, je ne veux pas ça à Montréal. Oublie ça. Non. Un des pires coachs, je trouve, personnellement. Il n'a jamais rien gagné avec toutes les équipes, les bonnes équipes qu'il a eues dans sa carrière. Tasse-moi ça de ça. Ils ont marqué aussi Ricard Grönborg, qui est un coach qui a coaché les CSS, les Lions de CSS, l'ancien club de c'est Zurich. Oui, les Matthews. Todd Nelson, lui, c'est un nom que ça me rappelle de quoi. Il avait coaché dans l'université, AHL. Mike Babcock. Non, je ne veux pas. Babcock, il a pas... Non, mais anyway, Babcock, je pense qu'il va être coaché à Saskatchewan. C'est bénévolat, son affaire. C'est pour le moment. OK. Il faut garder ça en tête. Ben, moi, je sais bien. T'as Mike Yeo aussi, qui est un ancien coach avec les Blues de Saint-Louis. Dan Bylsma, qui est toujours là. Puis Dave Astul, qui a coaché avec Philadelphie dans le passé. Mais je vous donne d'autres noms. Parce que là, je suis sur le compte de Marc-Olivier Baudouin sur Twitter, que d'ailleurs, je vous invite à les suivre. Il a nommé sa liste, son top 5, lui, puis une mention honorable. Son top 5, c'est Gérard Galland, Pascal Vincent, André Tourigny, Dominique Duchamp, Guy Boucher et une honorable mention à Benoît Gros. Vous en pensez quoi? Tout québécois? Il faut que ça soit québécois. Gérard Galland, c'est pas québécois. Faut qu'il parle français, là. C'est souvent ça qu'il demande, là. Ah, mais sérieusement, là, moi, je pense que premièrement, ça prend un coach qui ne coach pas pour perdre. En fait, ça ne prend pas un coach qui coach pas pour pas perdre. Ça, c'est différent. Coacher pour gagner et coacher pour pas perdre, c'est deux choses totalement différentes. Puis lui, Julien coach pour pas se faire scorer. Comme ce que Suzuki a dit hier dans la conférence de presse, on joue pour pas se faire scorer. C'est ça. Puis, on va se le dire, là, c'est pas normal que ton kid de 20 ans, 21, aille dire ça dans les médias. Ça, c'est signe que, si directement ton jeune centre qui a pratiquement rien prouvé,
dans la ligue. Il a prouvé, mais tu sais, je parle, il est encore jeune. Ouais. Il sort des médias pour parler contre son coach. Et puis ça, on s'entend, c'est totalement parler contre son coach. Oui. Juste indirectement. Indirectement, mais c'est parler quand même contre son coach parce que c'est lui qui choisit le plan de match. Tu sais. Ça en dit beaucoup sur l'atmosphère dans la chambre. Oui. L'atmosphère dans la chambre, si c'est les jeunes qui y vont, c'est que c'est des messages pour des vieux. Pour envoyer les jeunes, parce qu'un vieux comme Weber ne pourra pas aller faire une sortie. Non, un gars pour son dernière année de contrat ne peut pas aller faire une sortie. Parce qu'il va ça juste pas signer. Si le coach reste, il ne s'est pas signé. Non, mais ça veut surtout dire aussi. Mais moi, ce que je vois à ça, c'est que ça veut surtout dire que les gars sont rendus à bout. Tu sais, pour qu'un gars de 20 ans qui n'a rien prouvé, que son poste n'est pas. Tu sais, oui, on sait, c'est le futur centre numéro 1 du Canadien, mais il n'a rien prouvé encore. Tu comprends? Qu'il pourrait perdre son poste demain matin, impulsivement, sort des médias pour dire ça. Imagine comment c'est rendu. Tu sais, que le feu est pris, tant qu'à moi, ça ressemble à ça. Ben, c'est justement ça. Les gars veulent gagner, ils veulent jouer pour gagner. Parce ils l'ont prouvé en début d'année, ils sont capables d'aller dans scorer des buts. Ils l'ont prouvé. Ils sont dans une équipe capable de scorer des buts. Puis Julien, il s'entête à vouloir pas se faire scorer. Pas aller dans scorer, il veut juste pas se faire scorer de buts. Ben moi, je veux un coach impulsif. Un coach qui n'a pas peur de. Comme Michel Terrien, comme. Tu sais, un Joël Bouchard. Je veux pas avoir Michel Terrien. Non, mais je veux avoir mais Joël Bouchard, oui. Tu sais, Joël Bouchard, là, on dira ce qu'on voudra. Il est bon avec les jeunes. Il est bon. C'en est un, c'est un coach qui veut gagner des games. C'est ça que ça prend. Ça prend un coach qui a le goût de gagner une game. Quand il perd, il est en crise. Pas tout le temps en train de chialer après les arbitres. Là. Patrick Roy. Mais encore là, tu sais, Patrick Roy. Mais si tu veux impulsif, oui, impulsif. Je veux pas un coach aussi qui fait les windows à tout fois que son équipe. C'est le problème, c'est que moi, Patrick Roy, à Montréal, la dernière fois, Thomas Morin qui écrivait dans les commentaires, hier, c'est-tu hier qu'il avait écrit ça, dans les derniers lives, il avait écrit Patrick Roy serait un bon choix, mais moi, ce que je me suis posé comme question, est-ce que Montréal serait prêt à accepter les débordements de trisonaires de Patrick Roy tous les games? Ça arrive pas tout le temps. Je pense que c'est exagéré aussi. Là. Non, dans la Ligue nationale, ça n'a pas été... C'est arrivé à sa première game, puis ça a comme marqué tout le monde. Là. Mais il faut aussi dire qu'à sa première année, il a gagné aussi le trophée de Jack Adams. Là. C'est un détail que le monde oublie là, souvent. Il avait appris l'équipe de l'Avalanche du Colorado qui avait fini bon dernier, puis ils avaient monté jusqu'en séries éliminatoires. Puis Patrick Roy, c'est un bon coach, mais est-ce que ça y tente aussi? Ça, c'est une autre chose. Parce qu'il avait pris une absence, il était revenu avec les Remparts présentement, mais est-ce que ça y tente vraiment de retourner dans la Ligue nationale? C'est une autre chose. Mais tu sais, est-ce que dans l'entrevue quelque part à la radio, j'avais entendu ça un moment donné, que lui, si c'était le Canadien qui appelait, il acceptait n'importe quand. Ben, je pense pas, là, parce que... Mais encore là, c'est droit, l'appel éventuellement. Oui, tu sais, là, je dis, ça prend un coach qui coach le banc, ça prend un coach qui arrête d'envoyer sa ligne 1, 2, 3 tout le temps, puis quand il reste 2 minutes, tu perds par un but, que Paul Byron est sur la glace, c'est correct, là. Mais ça prend aussi un coach qui est compétent. Tu sais, Patrick Roy, tu sais, les compétences nécessaires pour coacher la Ligue nationale. Ben oui, il a gagné le trophée de Jack Adams. Il a gagné le trophée de Jack Adams, mais Tortorella aussi, il l'a gagné. Ouais. Il bench tout le monde, puis tout le monde a vu arracher la tête, là. Ce que je te dis, c'est. Il compare pas Roy avec. Tu sais, il faut pas juste regarder ça, mais moi, j'ai juste l'impression que. Tu sais, l'autre soir, on en a parlé contre Toronto, Kotkaniemi jouait un bon match, OK? C'est ça, il aurait dû. Il jouait même un très bon match. Il a joué quoi, 14 minutes dans la game? Moi, ce que pourquoi je pense tes gars qu'on devrait faire, c'est ça, les gars sur un hot streak devraient jouer plus que les gars sur une mauvaise streak présentement. Si Yannick serait là présentement, il dirait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est le format de Claude Julien. Puis ça peut fonctionner quand tu as des bonnes équipes et que tu as des joueurs qui comprennent leur rôle, comme les Browns de Boston comprenaient leur rôle dans le passé. Sauf que moi, j'en reviens toujours au point que le troisième trio, comme il l'est présentement, tu ne peux pas faire un 2, 3, 4. Éventuellement, tu as un trio qui va mieux fonctionner que les autres. Faut que tu l'utilises. Faut que tu l'utilises parce que quand il est hot, il va être hot pour ce match-là. Puis après ça, peut-être que tu ne les reverras pas pendant 2 jours. Oui, puis ça sera d'autres, puis les autres joueront plus. Tu sais, oui. Je vais te donner un exemple. Là, contre Toronto, l'autre soir, tu vois écœuré de voir Matthews et Marner sur la glace. Oui. Qu'est-ce qu'il a embarqué aux 2 chiffres? Là. C'est ça. Puis que ça a fait, l'autre a fait 4-5 points. Là, tu vas avoir une soirée. Parce que des fois, c'est niaiseux, mais c'est ça. Tu as un Suzuki qui joue tout qu'un match, sauf que ça prend 4 minutes avec qu'il rembarque. Fait que là, il rembarque, il y a une autre bonne séquence. Mais tu sais, là, tu as un gros shift, t'en reviens au banc, puis tu dis, Chris, ça s'en vient, puis bang, Suzuki, ça la glace, tu sais, le shift d'après, là, t'es comme, Chris, let's go. On est sur le streak. Là, après ça, tu t'en vas te geler le cul au bout du banc parce que ça fait 15 minutes que t'as pas embarqué. Tu sais, on dira ce qu'on voudra, là. Je le défendrai pas, là, puis je dirais pas que
qui est bon, whatever. Là. Mais un Joe Drouin qui joue jamais en piqué, le Canadien qui prend 8-9 minutes de punition par game. Là. Tu sais, lui, là, il joue 4 tours. Là. Puis quand il y a des punitions, il attend. Fait que s'il embarque aux 6-7 minutes, là, puis il embarque 3 chiffres dans le période. C'est dur d'être t'en mettre dedans. Puis tu sais, là, je donne un exemple, j'ai Joe Drouin parce que je suis pas sur le powerplay, sur le piqué, parce qu'il mange la marde. Là. Je l'ai encore autant. Là. Hey, sérieusement, là, c'était dégueulasse en fin de semaine encore. Hey, Drouin, c'est Drouin, attends-toi pas mieux. Non, mais ça patine pour rien, ça fesse pas, ça a peur de tout. Puis dès que ça se fait plaquer, ça a mal, là, regarde. Désolé, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Joe Drouin. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu sur le mais en parlant de Joe Drouin, pour ceux qui sont encore là sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, Balado, on est sur tout. Venez nous écouter dans nos après-matchs. Parce que nos après-matchs de la table de hockey, c'est pas diffusé sur toutes nos plateformes. Allez nous écouter parce qu'on discute des games canadiens. Puis Marc-André, souvent avec Tiff, il est souvent en train de parler Drouin, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai, Drouin dit tout le monde, dit il joue bien, mais il a genre toujours la deuxième passe. Il a fait une passe dans le fin fond de sa zone. Non, mais c'est juste ce qui est le plus frustrant. Tu sais, ça, on le dit à toutes les fois. Là, je niaise là, depuis tantôt. Je dis qu'il mange la menthe. Je respecte le gars pareil. Là, c'est des farces que je fais. Là. Mais mon gros point, c'est le gars, il a le talent. C'est ça qui est frustrant. Il a le talent, il est bon. Là. Je peux pas le dire l'inverse. Je peux pas lui dire que t'es pourri. Sacrément, non. Et, le gars, ce serait un gars de quatrième ligne qui a pas de main. Là. Je serais pas en train de le critiquer en ce moment. Un gars de quatrième ligne, il serait juste pas dans le line-up. Ouais, non, puis mais il a le talent, il est capable de faire des jeux, on lui le prouve. Là. C'est juste que ça y tente une fois sur 4, puis encore là, l'autre fois, là, sur le but que Mété s'est fait conner, puis que Ramadov a plongé. Là. Joe Drouin, là, il est en arrière, là, vous retournez voir la séquence. Là. Il back-check, là, mais là, il se laisse traîner patin, donne un petit coup de lame, se laisse traîner, puis il arrive à quoi? Il arrive à ça de la palette du joueur qui score. Qu'est-ce que donne-là l'effort jusqu'au bout, tu vas arriver, tu vas le stick-clip, ça va être terminé, il n'y aura pas de but. Mais tu le vois arriver à la ligne bleue, il donne un coup de patin, là, il s'écarte les jambes comme d'habitude, comme s'il était en train de chier. Et là, il avance, puis là, à un moment donné, un petit coup de patin par-ci, un petit coup de patin par-là, puis le gars, il est à 2 pouces de toi, puis il score son but. C'est juste, c'est l'effort vraiment. Mais je comprends pas, parce que des fois, tu le vois, il part à 8000. Là, à un moment donné, il arrête, à un moment donné, ça ne tente plus. C'est juste qu'il est bipolaire dans son jeu, comme que moi, je suis bipolaire quand je parle de lui. Ah non, en fait, je suis pas bipolaire, je suis tout le temps Chris. C'est la même chose. Ouais, c'est ça, tout le temps Chris. C'est la même chose. Là-dessus, Joe, t'avais-tu un dernier point à apporter sur Drouin ou Canadien, ou on peut rapper ça pour asseoir, puis on se dit à l'après-match de la table de hockey prochainement? Trevor Zegras. Surveillez-le, numéro 46 avec les Ducks d'Anaheim. C'est son premier match. J'ai peut-être une dernière chose à dire. Vas-y. Dernier game, 3 contre 3. Victor Mété a fait combien de présences? En fait, là-dessus, je vais backer Julien. Il n'a pas eu le temps parce qu'ils ont été pognés 2 minutes dans leur zone. Non, mais attends. Mété, combien de présences? Ben Sherratt, combien de présences? Toute la game. Toute la prolongation, quasiment. Hey, Ben Sherratt. Hey, mais je l'avais apporté ce point-là l'après-match. Mais t'en vois-tu Mété contre Matthews? Je m'en sers contre Marner. Je transporte la puck, c'est ça. Ouais, mais il a besoin de la prolongation, c'est de transporter on est moins bon que les autres équipes. Je suis d'accord, mais ça revient à mon point. Puis en passant, c'était pas contre Matthews, là, c'était contre les sénateurs. Là. Mais même Kachuk, il va le tasser à une main comme ça rien n'était. Mais ça revient à mon point de tantôt. On joue-tu pour gagner ou on joue pour pas perdre? C'est ça. Quand t'as la rondelle, tu veux-tu scorer ou bien quand l'autre bord à la rondelle, tu veux pas scorer? Parce qu'avec Ben Sherratt, tu ne scoreras pas de but. Mais il est rapide, il peut monter à la rondelle. C'est ça. En théorie, Sherratt a eu plus de buts que l'année dernière que Mété. Non, mais le point n'est pas là. Le point est si tu mets Mété dans le line-up, utilise-les au moins à son utilité. Il y a de la place pour patiner. Si je suis Julien, là, puis j'ai Mété dans l'alignement, je ne le mets pas à défense, je le mets à l'attaque rendu en prolongation. C'est ça que je fais. Ben oui. Au pire, pourquoi pas? Mais ça me prend quelqu'un aussi pour venir en arrière puis jouer défensif. Tu n'as pas le choix. Là. Surtout avec le Canadien de Montréal, qu'on dirait qu'on veut feinter tout le monde. Puis, je veux dire, le but qu'ils ont marqué, là, ça a été 2 minutes sa patinoire. Clairement, c'était Kotkaniemi, Byron, puis c'était qui le défenseur Romanov. Les trois étaient là pendant longtemps à cause de mauvais jeux de Kotkaniemi. Puis après ça, ben,
Les sénateurs ils ont pris le contrôle de la rondelle, puis ils ont gagné la game. Sur le but, là, vous me direz que c'était fatigué, les gars. Là, je comprends. Là, mais là, le QI de Fougère, on regarde le joueur à 2 puis on le laisse aller. Là. Je comprends bien que t'es fatigué. Quand t'es brûlé, là, je veux dire, même au deck, là, tu sais, au moins, il fait l'effort d'avancer. Je sais pas, les deux se regardent. Tu vas-tu, je vais-tu, je vais. Tu sais, moi, c'est ça qui me fait capoter un peu. C'est que je comprends que les gars sont pas habitués de jouer à 3 contre 3, là, mais des fois, c'est une question d'intelligence un peu. Dès que la rondelle elle vire un petit peu, tout le monde devient mêlé, personne ne sait plus quoi faire. C'est des professionnels, ça gagne des millions. Qu'est-ce que moi je paye pour jouer au deck, j'ai compris le 3 contre 3, ça n'a pas été long. Ouais, mais l'autre bord, faut que tu te mettes en contexte aussi qu'ils sont des joueurs, que c'est des professionnels, puis qui ont un QI assez élevé, puis qu'ils vont faire des affaires pour mêler aussi les joueurs adverses. Là. Oui, c'est une game d'échecs pareil. Là. Le hockey, c'est une méchante game d'échecs où est-ce que dès que tu vas faire une erreur, la plupart du temps, c'est là qu'on va essayer de faire payer. Puis les sénateurs ont joué ça. Là. Je suis d'accord avec toi, mais mon point étant que c'est pas normal parce que deux gars croisent que tu pognes la tournée et tu tombes à terre. Là. Ben, des fois, ça va vite. Je te croise pas deux joueurs. Ils sont même pas capables de se dire. Ça va vite. Je vais revenir à mon point. Il y a des gars là, qui ont de la misère. Ils savent même pas s'ils mettent le gant gauche ou le gant droit, qui jouent au deck et ils font du meilleur coverage que les autres. Le talent n'est pas là. Le point, c'est que tu n'es même pas capable de. Il y a deux gars qui arrivent à la ligne bleue, là, ils croisent, OK? Tu as deux gars en défense, ils se regardent savoir qui va prendre qui. Il est déjà trop tard. C'est pas compliqué, là. Tu as un joueur, tu le conserves. 100% raison. Mais ça dépend le système de jeu. Si le système il est du zone ou du. Oui, mais du man-to-man. Pourquoi tu sais pas? C'est Julien qui va faire son système de jeu. Mais Julien, c'est ça. On venait Julien, dehors. Mais ça. C'est ça pareil. Je veux dire, si un coach a dit à 3 contre 3, nous autres, on joue la zone défensivement ou on fait du man-to-man. Aucun sens. Ben, c'est certains styles. Dernier point que je vais apporter, c'est que Julien voit la porte de son bureau, il apprend puis il sort. Meilleur point qu'il pourrait arriver aujourd'hui. Ben, pas vraiment, parce qu'on n'aurait pas de coach. Prends-en un random, Duchamp, Marner, capable de remplacer à l'attendant. Ça ne marchera pas plus dans les premiers temps. C'est pas tout le temps des scénarios idéaux. Là. Rentrer un coach en temps de COVID en plus de tout ça. Je suis d'accord, mais ça fait 2 games sur 3 comparé contre Ottawa. Là. Je comprends. Ça reste des équipes de la Ligue nationale pareil. Là. Ottawa, dans une autre division, on peut peut-être. Je veux dire, tu regardes les Blackhawks, qu'est-ce qu'ils font présentement avec leur alignement? Est-ce qu'ils ont de meilleur alignement que les Sénateurs? Oui. Hey, Joe. Non. Il ne faut pas croire que la division canadienne, c'est la plus forte. Là. Oui. Mm-hmm. Oui. Pardon. Ils ont probablement toutes les. Je veux dire, tu regardes toutes les équipes ont des bons gardiens de but. Toutes les équipes ont des bonnes attaques. Toutes les équipes Ottawa. Je veux dire, à part Ottawa pour gardien de but, mais. Tu veux Vancouver jouer? Ben, ils ont Olby puis. Oui, mais ça reste qu'ils ont une excellente équipe sur papier et tout ça, puis qu'ils peuvent revenir. Je veux dire, c'est un début de saison pareil. Là. En tout cas, c'est pour toi le Canadien en meilleure division. Je ne sais pas quoi te répondre, là, mais tu penses c'est qui meilleure division de bord? Boston, Washington, Philadelphie, Pittsburgh, Islanders, Rangers, New Jersey, Buffalo. Moi, je t'ai parlé de la division Caroline, Floride, Chicago, Détroit, Nashville. C'est une bonne division, ça? Chicago sont 22 points présentement. On s'entend-tu qu'ils ne sont pas supposés? Non, mais sauf que tu as 2 équipes qui jouent en bas de 500. Oui, mais je veux dire, tu regardes les équipes qui sont dans les premiers présentement. Caroline, Floride, ils vont dans n'importe quelle autre division. Sont-ils premiers de leur division? Ben, je sais pas. Et Floride, ils ont battu Tampa Bay 2 games pour 3. Là-dessus, les boys, je pense que notre débat-là, on va pouvoir l'avoir au prochain show. Tampa Bay sans Kucherov. Parce qu'on l'a quasiment... Un show sur 3, on a ce débat-là. C'est qui... Est-ce qu'on a vraiment la meilleure décision, oui ou non? Oui. Je vais le dire plus fort un petit peu dans vos oreilles. Oui. Encore une fois. On a une des meilleures décisions dans la Ligue. Là-dessus, je pense qu'on a eu un excellent invité aujourd'hui. Samuel Harvey. Très intéressant, oui. Super le fun de jaser avec lui. D'ailleurs, que je remercie encore une fois. Joe, merci d'avoir été là. Hello. Toujours un plaisir d'être avec toi. Marc-André, merci d'avoir été là encore pour la fin du match. La fin du match, la fin du show. Oui, la fin du match, oui. Donc là, c'est le bout où est-ce que Jean-Michel essaie de finir, puis moi, je vais parler d'autre chose. Mais dans cette situation de l'Est, ils ont quand même Buffalo. Hein, New Jersey, Rangers, Islanders. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Pittsburgh, c'est pas tant pire en plus. Ciao, c'est arrêté. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes, soit TikTok, Apple Podcasts, Balado, SoundCloud, Spotify, YouTube,
Facebook où si on est en direct après tous les après-matchs canadiens de Montréal et à tous les lundis soirs 19h30. Et aussi, nous sommes sur Instagram. Vous pouvez avoir toutes les informations de notre podcast en avance, en avant-première de tout ça, tout le monde. Donc, merci d'avoir été là et on se dit à lundi tout le monde. Ciao, bye.